la majorité des athlètes de force ne sont pas en bonne condition physique et gagneraient à être en meilleure condition physique en faisant du cardio. Là, en courant, j'ai jamais été aussi fort. Ce que je veux, c'est faire 800 de total. Et j'ai toujours, entre guillemets, plus jeune, souffert d'être pas le plus famous, tu vois. Est-ce qu'il y a un moment où t'as considéré passer du côté obscur et te doper? Il y a une démocratisation du dopage. Mais quand je vois des gamins de 16, 17, 18 ans qui commencent à se charger et tout pour un tour de bras, ça me rend fou en fait. Clément Goudin, ça dit quoi? Ça me dit que ça me fait plaisir d'être là, parce que ça fait, comme on disait, longtemps qu'on se tourne autour quand même, ça fait peut-être 10 ans sur les réseaux qu'on suit, qu'on se like. Exactement, qu'on suit, qu'on se like, qu'on discute, et du coup ça me fait plaisir de te voir en vrai, puis de venir sur ce podcast que j'aime bien, quoi. Bah écoute, plaisir grandement partagé, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages de gens qui m'ont dit pourquoi tu fais pas un épisode avec Clément? Ça pourrait faire un bel épisode. Alors après, c'est ce qu'on se disait en off, c'est que bon, je pense que les gens qui suivent le podcast le savent, on ne fait pas un podcast muscu-entraînement aujourd'hui, tu vois. Alors après, vu que ce qui te définit, je vais te présenter, ça reste quand même l'entraînement, etc. D'ailleurs, je pense que les gens le voient à ton gabarit. C'est pas souvent que j'invite des gars plus forts que moi déjà, tu vois. Je t'avoue que je suis pas sûr de bien le vivre. C'est que t'invites pas les bonnes personnes, c'est pas ça. Ok, c'est vrai. C'est un peu comme le proverbe de... Si t'es le plus intelligent de la pièce, c'est que t'es pas dans la bonne pièce. Exactement. Voilà, donc on peut dire la même chose. Si je suis le plus fort de la pièce, c'est que je suis pas dans la bonne salle. Exactement, dans les salles de sport, c'est pareil. Non, ça va, Dieu merci, je reste encore, mais bon, on s'en fout. Donc t'es un athlète de force athlétique, niveau national. Depuis longtemps. Bonne dizaine d'années, enfin, niveau national depuis une bonne dizaine d'années, puis de force depuis 15-16 ans, un truc comme ça. Ouais, on parlera un peu du strongman notamment que t'as fait. Ouais. Ancien judoka aussi. Ouais, j'ai commencé par le judo, ouais. Comme toi. Comme moi, ouais. Donc t'es champion de France, IPF. Ouais, 2019. De force athlétique, exactement. Ouais, de force athlétique. Non pas d'haltérophilie comme j'ai pu entendre dans... non, l'idée c'est pas de Nico, ouais. Non, l'idée c'est pas de tacler, mais voilà, parce que c'est vrai que les gens qui connaissent pas, des fois, ils font la confusion entre haltéro et force athlétique. Et même le crossfit aussi, tu fais du crossfit toi? Bah, bon, pas trop. Non, pas du tout. Pas trop pareil. Je fais pas de wall ball et de burpees. Ouais. Et puis t'es coach aussi, avec ton entreprise. Exactement. Smart Power System. Smart Power System, ouais, que j'ai ouvert avec Alex, mon associé. Ouais. Donc nous, ça fait l'un et l'autre, ça fait une dizaine d'années qu'on coach, chacun de notre côté. Et du coup, il y a, puis qu'on est potes, etc. Et il y a un an, on a ouvert une structure de coaching ensemble, qui s'appelle donc du coup Smart Power System, spécialisée dans le développement de la force, tout ça. Structure en ligne, ouais, pas structure physique. Ouais, exactement, structure en ligne. Ouais, donc on fait du suivi en ligne sur les sports de force. Le powerlifting, l'haltéro, un petit peu le strongman, puis un petit peu l'Irox, CrossFit pour les gens qui veulent développer la partie force, quoi. Ah, tu t'es perverti, hein? Ah ouais, je me suis perverti avec le temps. Tu surfes sur le business, quoi. Non, c'est pas surfer sur le business, c'est que, comme je te disais, tu vois, comme je dis souvent dans les différents podcasts, avant je faisais vraiment surtout des sports de force, de la force. Et je plafonnais énormément et j'ai commencé à faire beaucoup plus de cardio parce que je me sentais pas forcément en bonne santé, tu vois, sur différents trucs. En 2019, j'étais allé à La Réunion. Putain, je faisais une rando, j'étais au bout de ma vie et tout, et je sentais que ça allait pas, tu vois. Puis je me blessais beaucoup, etc. Et j'ai commencé, un peu après le Covid, à remettre du cardio régulièrement, etc. Et ça a redébloqué des nouveaux paliers. Et puis de fil en aiguille, tu vas sur des trucs un peu plus mix, etc. Puis moi, je me suis toujours entraîné dans une box de CrossFit. Je faisais de la force dans une box de CrossFit, donc j'ai gardé cette ouverture d'esprit et cette curiosité sur tous ces trucs-là, quoi. Ok, ça on y reviendra après. J'ai isolé 2-3 citations. Louis Simon, ça te parle? Bah, bien sûr. Tu m'aurais dit non, je t'avoue qu'on arrêtait le podcast. Ouais, c'est clair. Mais tu sais qu'il y a des jeunes qui ont commencé la force il y a pas longtemps, tu leur dis Louis Simon, ils connaissent pas. Ils savent pas qui c'est. Ils connaissent pas. Alors que c'est... alors même si la méthode... Tu peux dire un petit peu pour les gens du coup qui ne connaissent pas? Louis Simon, c'est le créateur, l'inventeur de Westside Barbell et de la méthode Westside Barbell, donc qui était assez populaire dans les années... fin de 90-2000 quoi, encore, grosso modo, ouais. Et du coup, c'est une méthodologie qui se faisait surtout sur le powerlifting équipé. Et c'est où tu venais alterner des efforts dynamiques, des efforts de force, des efforts longs, etc. Et c'était avec beaucoup de travail avec élastique, beaucoup de travail avec chaîne, etc. Et du coup, il a beaucoup popularisé ce type d'entraînement qui aujourd'hui est devenu un peu plus...
comment dire, est devenu désuet, non? Ouais, un peu désuet, un peu moins efficace. Mais en fait, les entraînements qu'on utilise aujourd'hui se sont nourris un petit peu des principes de Louis Simons. Donc finalement, bah, à son échelle, il a permis l'évolution de l'entraînement et de la force athlétique. Donc ouais, c'est un... Bah, du coup, c'est bien parce que ce que tu viens de dire, à savoir que finalement, peut-être avec le temps, vous, la communauté forceux, vous vous êtes rendu compte que, d'une part, parce que l'équipé et le non-équipé, c'est différent. Ouais. Et peut-être deuxièmement aussi parce que certains trucs, c'était peut-être trop ou pas adapté finalement. Mais du coup, je vais en revenir aux citations et puis tu vas me dire si finalement elles sont d'actualité malgré sa philosophie qui était un petit peu différente. Donc, à chaque fois, je le cite. Hein. Si tu veux être fort, tu dois faire ce que les gens forts font. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Bon, ça, je pense que c'est pas... Voilà. Ouais. Sinon, pour être fort, il faut forcer. C'est pas mal aussi, ça. Il y en a une autre, mais qui est un peu du coup, qui rejoint un petit peu. Toi, tu as une citation qui est sur Instagram, c'est « Être fort n'est pas une option ». Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, je vois, la faiblesse, c'est un choix, la douleur, c'est inévitable. Ouais. Est-ce que ça, t'es d'accord? Ouais, je suis assez d'accord parce que aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir ton camp, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, la faiblesse est un choix, être fort n'est pas une option, tu vois. C'est pas que au sens être fort, soulever des poids, tu vois. C'est aussi un peu une philosophie de vie et puis de ce que tu es, de ce que tu fais, tu vois. Et si tu veux, la vie, elle te fait pas forcément de cadeaux, même si aujourd'hui, on a une vie qui est un peu aseptisée par rapport à il y a un siècle. Mais si tu veux avancer et tout, t'as pas le choix que d'être fort, parce que des moments difficiles, forcément que tu vas en avoir. La douleur est obligatoire. Bah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que dans ta vie, tu auras forcément des moments difficiles. Et après, soit tu les abordes en étant un petit peu faible et tu fuis et machin, t'attends qu'on vienne t'aider, etc., etc. Soit t'essayes de l'aborder un peu en étant fort et en affrontant le truc et en faisant ce qu'il faut pour avancer et puis pour surmonter les problèmes, tu vois. Des problèmes, on en a tous. Par contre, comment tu vas les analyser, comment tu vas t'y adapter, comment tu vas les surmonter, c'est ça qui fait que tu vas être quelqu'un ou que tu vas être personne, tu vois, que tu vas te sortir de ces problèmes ou que tu vas rester dans ta merde. C'est vraiment comme ça que je le vois, le être fort n'est pas une option. Ok, donc là, ouais, parce que en fait, il y a deux citations là de Louis Simons, je vais t'en donner une deuxième. Et la faiblesse, c'est un choix, la douleur, c'est inévitable. J'ai l'impression que c'est un petit peu à la... Toi, notamment, on va y revenir après, tu prônes vraiment maintenant le... plus train smart, plus que train hard finalement, Bien tu sûr. vois. Et là, de dire ça, la douleur, c'est inévitable, on est purement dans le no pain, no gain finalement de... Ouais, Don't be a pussy et massacre-toi la courge. Ouais, mais il faut un équilibre quand même, c'est-à-dire que c'est pas parce que avoir mal et avoir des blessures et la douleur, etc., c'est inévitable, qu'il faut la rechercher, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre... Parce que tu vois, on dit s'entraîner dur, etc., mais s'entraîner... Souvent, on oppose s'entraîner dur et s'entraîner intelligemment. Mais en fait, s'entraîner intelligemment, c'est aussi s'entraîner dur. Parce que, tu vois, j'ai dit, pour rigoler, pour être fort, il faut forcer. Mais c'est vrai. C'est quand même une réalité, Bien tu sûr. vois. Et c'est-à-dire que si jamais tu cherches à forcer et à pousser lourd, jamais tu progresseras en force. On parlait un petit peu de l'endurance là tout à l'heure où tu me disais faire de la basse intensité, ça m'emmerde. Oui, si tu cherches jamais à aller vite, t'apprendras jamais à aller vite, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'il faut toujours aller vite. Et l'entraînement, il doit se construire intelligemment. Et un entraînement construit intelligemment, c'est un entraînement qui sait être dur par moment. Et avoir des douleurs, avoir des blessures, avoir des choses comme ça fait partie de l'entraînement. À partir du moment où tu recherches la performance, inévitablement, des fois tu pousses un peu trop le curseur. La progression, c'est créer un stress pour que ton corps s'adapte à ce stress. Si le stress il est trop bas, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de progression. Et des fois, du coup, on pousse un peu le stress trop haut et on se fait mal. C'est le jeu, mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Et je pense que dans la vie, c'est pareil. Je suis d'accord. Et du coup, sa dernière citation qui à mon avis est la plus intelligente et qui corrèle ton propos, c'est « Beaucoup s'entraînent dur, peu s'entraînent intelligemment, les meilleurs font les deux ». C'est exactement ça. Voilà. C'est s'entraîner dur et se... Tu vois, j'avais fait un podcast avec Sean il y a longtemps et Sean, il avait dit un truc rigolo, il a dit n'importe quel imbécile peut faire vomir un autre imbécile. Bien sûr. Et là, je te mets une séance de je sais pas quoi, Tu demandes 50 burpees for time à quelqu'un, c'est réglé. Ouais, voilà, le mec il est rincé. Est-ce que pour autant ça l'aura fait progresser? Je suis pas sûr. Et il faut toujours que ton entraînement il soit dosé pour pouvoir progresser, mais dosé intelligemment mais sans que ce soit la branlette non plus, quoi. Du coup, je reprends ta citation, être fort n'est pas une option. Comment, toi, tu vulgariserais
alors là, on a compris, tu as un peu abordé l'aspect psychologique, le parallèle avec la vraie vie, la vie. Mais comment tu vulgariserais à quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, à savoir la muscu, la fonte, être fort? Comment tu le matérialises et comment tu peux être l'avocat de la force dans une vie quotidienne finalement? Je pense que être fort, tu vois, être capable de soulever des trucs un petit peu, enfin, au-delà du fort, résister aux misères de la vie, tu vois. Ouais, mais non, je te dis, voilà, on fait fi de l'aspect psychologique. C'est vraiment être fort sur un peu l'aspect santé et tout, c'est-à-dire que t'as beaucoup de gens, ils sont pas capables de monter 3 étages avec 2 packs d'eau sans être au bout de leur vie, tu vois. Et ça, je pense que c'est que t'es pas adapté en fait, t'es pas adapté à la vie. Et je pense que il faut, pour être un humain en bonne santé, un humain complet, être capable quand même de au moins soulever un truc qui fait ton poids, être capable de ramasser un truc par terre qui soit un peu lourd. Je sais pas moi, tu dois faire un déménagement, tu dois bouger une machine à laver, si t'es pas capable de le faire, tu vas être obligé de demander à quelqu'un de le faire, etc. et de venir t'aider, et t'as pas d'autonomie là-dessus. Et tu vois, c'est des trucs qui font que tu peux pas bien vivre. Donc, et à l'inverse, un super powerlifter qui est ultra fort et qui est pas capable de monter 3-4 étages sans être essoufflé. C'est ce que j'allais te dire, parce que dans ta description, ça va pas non plus. L'argument, c'est l'écueil des très forts powerlifters. Bien sûr. C'est que, comment il s'appelle le Renoir là, qui bench en row, là, dos plat il y en a un paquet. Non, après, Irregular Strength. Ouais, je vois lequel c'est. Tu vois qui c'est Maddox, ouais. Maddox, ouais. Un monstre. Ouais. Ah ouais, il est énorme. Ah oui, mais il fait. Lui, je pense pas qu'il puisse monter 3 étages. Bah ouais, voilà. Mais alors qu'il est fort au sens littéral, c'est compliqué de faire mieux. Exactement. Mais et pour autant, Maddox, bon, il fait, je pense, 160, 170, 180 kilos. Je vais peut-être me faire tomber dessus par les. Je suis pas, mais je vois qui c'est. Je suis même pas sûr qu'il soit capable de soulever une machine à laver finalement. Tu penses? Parce que quoi? Parce qu'il est pur bencher et qu'il a pas le pattern Ouais, non, parce que je pense qu'il a trop de bites pour que ses bras ils fassent le tour de la machine à laver. Ok. Mais tu vois, la santé, ces mecs-là, ils sont pas en bonne santé. Ouais. Les super lourds, tu sais, même un mec à l'haltéro, la chatte à la zadé, qui fait plus de 20 à l'arraché, il est ultra fort, mais je suis pas sûr qu'il soit en bonne santé. Et être en bonne santé, c'est... T'as pas besoin de soulever des charges de ouf, mais c'est être capable de squatter au moins autant une barre qui pèse ton poids de corps, être capable de courir, 10 kills en 1 heure, être capable de grimper par-dessus un muret ou un portail et de passer au-dessus, être capable de porter 2 packs d'eau pendant plus de 500 mètres sans avoir à les poser, tu vois. C'est un petit peu tous ces trucs-là de la vie dont tu vas avoir besoin. C'est pas la peine d'être un monstre, mais en faisant ça, tu t'assures d'être au moins en bonne santé ostéo-articulaire, en bonne santé cardiovasculaire et de pouvoir faire un max de trucs, tu vois. Toi, tu prônes beaucoup des choses par rapport à ton fils Oscar, tu vois. Je veux être en bonne forme pour lui, je veux montrer l'exemple pour si, etc. Je pense qu'il y a de ça aussi. Si tu peux pas jouer avec tes enfants, si tes enfants ils veulent faire un truc et que toi t'es flippé, tu vas les flipper aussi en fait. Et tes enfants ils vont pas s'amuser, enfin il y a des choses qu'ils vont pas apprendre, etc. Tu vois. Et du coup finalement t'es un peu un défenseur de l'entraînement hybride plus que de la force finalement dans toute ta description là, dans la mesure où le développement cardiovasculaire va avoir un impact positif directement sur ta vie de tous les jours. Bien sûr. La capacité de mobilité, de motricité un peu accrue, qui au final est un peu diamétralement opposée à ponter sur un bench, faire un deadlift, je dirais même barbasse, c'est pas pour tacler, tu vois. Un squat barbasse, ouais. Mais qui du coup a quand même demande une mobilité nettement moindre par rapport à un squat bar haute. C'est pas pareil, c'est pas tellement une mobilité moindre, c'est que c'est pas tout à fait le même pattern de mouvement. C'est pas les mêmes patterns. Mais ouais, c'est un peu différent. Mais t'as une capacité à t'accroupir qui est quand même pas la même qu'un haltéro. Ouais, c'est un petit peu différent. Tu vois. C'est un petit peu différent. Et mais tu vois, ce côté, pour moi, pour être performant, faut être en bonne santé. Le fait à une époque d'avoir trop poussé le curseur force et de pas être forcément en bonne santé au niveau cardiovasculaire, etc., ça me bloquait dans ma progression. Et là, le fait d'avoir débloqué la partie cardiovasculaire, ça m'a permis de reprogresser à nouveau, on en parlait tout à l'heure. Et à l'inverse, je pense que tu as beaucoup de coureurs qui font 50 kilos et qui vont très très vite et qui ont zéro force. À un moment donné, ils sont pas forcément en bonne santé non plus, ces gens-là, je pense. Mais est-ce qu'un athlète de haut niveau, je te coupe, désolé, qu'importe le sport, est réellement en bonne santé finalement? Le sport santé et le sport de haut niveau, on le sait, c'est pas compatible. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, la réalité, c'est que des gens qui sont réellement au sport de haut niveau,
il n'y en a pas vraiment beaucoup, tu vois. Et est-ce que, même pour un niveau national, ça vaut le coup de te détruire complètement et d'être en mauvaise santé pour peut-être des médailles? Je suis pas convaincu. Et moi, si je le regarde purement d'un point de vue santé, aujourd'hui, je suis 10 fois mieux qu'avant. Et si je le regarde d'un point de vue performance, aujourd'hui, je suis meilleur qu'avant, alors que je vieillis. En théorie, là, je vais avoir 36 ans bientôt. En théorie, je devrais être pas sur le déclin, mais plutôt. Et finalement, je me suis jamais autant entraîné en termes de volume, et j'ai jamais été aussi fort en termes de performance, et j'ai jamais été aussi complet en tant qu'athlète. Bon, ben, finalement, est-ce que la santé, dans mon cas à moi, perso, elle m'a pas apporté beaucoup plus? Je suis convaincu que oui, et je le vois avec les athlètes que je coach. Quand tu commences à leur mettre un petit peu de cardio et tout, même les SP powerlifting, bah, ils se mettent à débloquer des paliers, tu vois. Donc, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire avec ça. J'en suis intimement convaincu. Et pour que les gens ils se rendent compte, t'as quand même un soulevé de terre à 300 kg en compète. Donc ce qui est quand même colossal. Ce que je disais tout à l'heure en rigolant quand je dis t'es plus fort que moi, c'est t'es vraiment plus fort que moi. Mais tu vois, c'est colossal. Pour le commun des mortels, c'est colossal. Mais après, maintenant, avec le niveau d'aujourd'hui, dans ma catégorie de poids, c'est banal. Ouais, parce que c'est ce que tu disais dans un podcast récemment, c'est que 300, ça t'assure même pas un top 5, c'est ça? Ah bah non, t'es fou. Au dernier championnat de France, là, ma 3e barre, c'est 300. On était 8 sur le plateau. Donc il y avait un plateau A, un plateau B. J'étais sur le plateau A. On était 8 sur le plateau A. C'est moi qui passe en premier. Donc c'est moi qui fais la plus petite. En faisant 300 kg, c'est moi qui fais la plus petite barre de soulevé de terre. Ah ouais. Ok. Et la plus grosse, c'était ils ont tiré sur, à ce moment-là, 3,40, un truc comme ça. Wow. Le gap, il est énorme. Dans ma caté, tu vois, des mecs de 93 kg. Alors après, bon, le soulevé de terre, c'est assez morphologique quand même. C'est des mecs qui ont des bras de gibon et tout, donc ça change un peu la donne. Mais les deadlifts spécialistes, comme on dit, c'est avec les bras très longs. Et pour eux, c'est forcément plus facile. Mais après, ils restent très forts. Ils font des 3,40, 3,50. Maintenant 3,40, 3,50 en 93. Bah, c'est le ticket d'entrée pour un top 3 France ou. Ah, c'est même pas le ticket d'entrée, c'est même pas, ça t'assure pas la victoire. Ah bah, ça dépend ce que t'as fait avant, mais. Toi, tu vises 800 kilos là, ta prochaine compète, c'est ça? Non, pas ma prochaine compète. Mon goal powerlifting, c'est 800. Tu peux nous le splitter? Le splitter sur les 3 mouvements? Faudrait faire 2,85, 2,90 au squat, dans les 200 au bench et 3,10, 3,15 au terre. Ok. Voilà. Donc ça fait quand même des barres à faire, quoi. Et là, tu te situes où? J'ai vu tes stories avant-hier, là, t'étais à, je crois, t'as fait quoi, des triplés à 2,70, 2,65? Non, alors là, la compète, si tout va bien, normalement, je devrais faire 7,70 avec 2,80, 2,82 au squat, 187, 190 au bench et refaire 300 au terre. Sachant qu'au bench, j'ai été blessé au pec là, pendant presque 2 ans, et pendant 2 ans, j'ai pas pu du tout bencher. Là, je reviens juste à mon meilleur niveau et je commence à reprogresser un petit peu là. Donc 200, ça semblait loin, et là maintenant, que je reprogresse à nouveau, que j'ai pas de douleur, que j'ai bien guéri mon pec, ça a mis du temps, 2 ans quasiment. Ça te laisse entrevoir des nouvelles choses, quoi. Donc c'est quand l'échéance, tu dis? Là, alors je sais pas quand est-ce que tu sortiras le podcast, mais sans doute après ma compète. Mais moi, je fais ma compète le 24 mai, là, ma compète de qualif pour les France, et les championnats de France, ce sera en décembre. D'accord. Et en décembre, j'aimerais bien faire un peu plus, me rapprocher des 7,80, 7,85 dans ces eaux-là, tu vois. C'est ouf ça, je trouve, de se qualifier en mai. Enfin, c'est ouf dans le bon sens pour l'athlète, parce que derrière, t'as 6 mois pour bien te préparer. C'est exactement ça. Et en 6 mois d'entraînement avec une belle planif, on le sait, t'es plus le même athlète, quoi. Ah bah c'est sûr. Sans blessure. Et moi maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est juste 2 compètes par an. Donc je regarde la date des France et j'essaye de faire une qualif 6 mois avant. Et comme ça me permet d'avoir 6 mois entre les France et ma qualif, et 6 mois entre. Comme ça me permet de vraiment bien me préparer. Et puis après une compète, il y a vraiment une phase pendant 3-4 semaines de régénération. Donc bon, là tu t'entraînes pas vraiment. Si tu skips ce genre de truc, en fait, tu repars trop vite en prépa et tu te fais mal. Surtout quand t'as 15 ans de boutique. Faut faire attention, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire 2 compètes par an. Et même mes athlètes, j'essaye de leur faire 2 à 3 compètes par an, pas trop plus, parce que quand tu multiplies les échéances, en fait tu te testes tout le temps, tu prépares jamais. Une compète, la semaine avant, tu baisses l'intensité pour être en forme, la semaine après tu récupères. Si tu fais 5 compètes par an, t'as perdu 10 semaines d'entraînement quasiment. 10 semaines d'entraînement, tu multiplies par 10 ans, ça fait 100 semaines d'entraînement de perdu, c'est 2 années d'entraînement de perdu.
C'est quoi qui t'a amené à la muscu? Remplir la caté de poids au judo. Ok. T'étais en quelle caté 81? Non, t'es fou. Bah non, j'étais gamin. J'avais ok. j'avais 18 ans. 73. J'avais 18 ans et j'étais en 66 à 68, tu vois. Enfin, Ok. je faisais 68, 69. Et je disais, vas-y, il faut que je remplisse ces 73. Ok. À l'époque, c'était ça l'objectif, remplir 73. Donc j'ai commencé la muscu. En fait, très vite, j'ai fait 75, 76. Ok. Donc je suis allé vite en 80. Je crois que j'ai jamais fait de compète en 73 du coup. T'avais quel niveau en judo? Bon niveau régional. J'ai jamais été un très D'accord. grand judoka. Ok. Après, le judo, c'est très dur, dense, très c'est compétitif, très dense. là. Ouais. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Pour être dans les meilleurs nationaux au judo, faut. Tu sors vraiment du lot. Ouais. Nous, on se rend compte parce qu'on a fait du judo. Et puis moi, j'étais dans le même club que Cyril Marais. On a fréquenté des pôles et tout, ouais. voilà, tu vois. Et tu vois que les mecs, ils sont mentalement et physiquement, ils sont Ouais, pas ouais. pareils. Faut reconnaître. pour se Surtout rendre compte, mentalement, je dirais. Ouais. Enfin, physiquement, il y a aussi ce truc de. T'as l'impression qu'il casse jamais. Le top, tu vois. La résilience physique. Et mentalement. Et ouais, résilience mentale. bien sûr. Ouais. Surtout qu'en France, comme on est une des meilleures nations du judo, à part 2-3 exceptions qui sont protégées, genre Teddy Riner, merde, comment ça s'appelle il y avait Lucie Decausse à l'époque, mais qui est en 70 maintenant, Clarisse, je vais pas dire son nom, j'arrive pas à le prononcer. Ouais, mais on voit de qui on parle. Ouais. Ces 2-3 personnes-là qui sont un peu protégées et tout, parce que c'est vraiment les meilleurs, sinon c'est tellement concurrentiel. Des fois à l'INSEP, ils font des poules de qualifs qui sont presque plus durs qu'un championnat du monde à gagner, avec 4-5 filles qui peuvent faire médaille d'or dans un grand slam, tu vois. Donc, du coup, pour le coup, on parle beaucoup en haltéro, tu sais, on dit la méthode chinoise, ils montent beaucoup, ils les cassent et puis ils regardent ceux qui survivent. Bah, nous, c'est ce qu'on fait au judo, parce qu'au judo, on a un vivier de fou. Et du coup, en France, le judo, c'est ultra concurrentiel. C'est comme au Japon, c'est vraiment, on est les 2 meilleures nations du monde avec le Japon. Et ouais, être dans les meilleurs judokas en France, c'est incroyable. Les mecs, c'est des athlètes, on se rend pas compte. C'est monstrueux. Du coup, c'est pour ça que t'as commencé la muscu. Ça ressemblait à quoi à l'époque, ton entraînement? C'était pas si mal. Je faisais un split body au tout début. Et très vite, donc je jouais au hand. Il y avait un gars qui était dans mon équipe qui faisait un peu de muscu. J'allais m'entraîner avec lui. Donc on faisait un split body 5 fois par semaine, et à côté de ça, j'allais courir 3 fois par semaine. Donc, T'étais déjà un athlète hybride alors? J'étais déjà un athlète. Bah, mais quand t'es judoka. Non, mais t'es un athlète hybride quand t'es judoka. Quand t'es judoka, t'es obligé d'être un athlète Bien hybride. sûr. Tu dois être fort, tu dois te marbrer la gueule, tu dois courir, tu dois avoir la non, mais caisse. c'est ça, ouais. C'est Ton dur, hein. entraîneur, il te fait faire 800 000 tractions à la fin de l'entraînement alors que t'es cramé. Des cordes, Ouais. des tractions sur ton kimono, des cordes et toutes ces conneries là. Et puis si tu craques, tu te fais tuer. Merde, tu te fais C'est tuer. tout. Ouais, mais tu vois, C'est ça qui nous a forgé, je pense. ben, c'est une culture particulière. Tu vois, pour moi, ça, c'est le judo. T'as le code moral et t'as aussi les à côté et ce qui infuse dans les sports de combat. Tu vois, ce côté justement, c'est dur, il faut se dépasser, il faut pas abandonner, il faut pas craquer, etc. Puis quand t'es dans l'affrontement avec des gens, tu comprends des choses sur toi et sur la vie que tu peux pas apprendre autrement, je pense. Ouais, c'est transversal, c'est vrai. Ouais. Il y a vraiment un apprentissage de l'humilité parce que tu te fais savater la gueule et puis tu tombes et puis tout ça. Et il y a vraiment une vraie école de la vie au travers des arts martiaux. Et puis on est tous... tu vois, le prof de judo qu'on a, souvent, surtout gamin, il a une influence qui est énorme sur nous. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un prof de judo qui a des bonnes valeurs et qui te tire vers le haut et tout ça, qu'un coach de foot qui insulte l'arbitre, tu vois, en termes de modèle de vie. Et même si j'ai rien contre les coachs de foot, il n'y a pas que des cons dans les coachs de foot. Hein. Mais tu vois, dans le judo, il y a vraiment des très belles valeurs à travers ça, quoi. Je sais pas si... Tu vois, moi je me pose souvent la question parce que mon fils, du coup, là, il va avoir 4 ans bientôt. Bon, là, je suis à Dubaï, tu vois, mais... Je sais pas si, demain, si j'étais en France, je sais pas si... J'aimerais, hein, si il aurait un éducateur, un entraîneur, on appelle ça comme on veut aujourd'hui, qui aurait la mentalité à l'ancienne que nous on a connue, tu vois, où presque l'entraîneur finalement il avait un peu tous les droits. Alors après il nous mettait pas des droits, tu vois, mais je me souviens m'en mettre déjà pris des tartes, il insultait ta mère et ta grand-mère sur 8 générations, enfin tu vois, et casse-toi si t'es pas content et dégage, tu vois. J'ai peur qu'aujourd'hui, alors bon, je vois pas, que même ça, je pense que même ça s'est wokisé un peu, tu vois. Ouais, mais est-ce que toi, aujourd'hui en tant que père, tu laisserais un mec parler comme ça à ton fils? En vrai, ouais. Ouais, tu penses? Oui, parce que
Et toi, ça t'a traumatisé? Ah, absolument pas. Alors moi, mon entraîneur, il était pas tellement comme ça. Par contre, il y avait des trucs, tu vois, on s'asseyait pas, tu t'appuyais pas contre le mur. Oui, voilà, c'est ça. Machin. Déjà, tu fermais ta gueule quand l'entraîneur parlait. Ah ouais, non, bah oui, c'est sûr. Non, mais- bien sûr. Ouais, bien sûr. Et Si aujourd'hui, t'es pas content, tu te casses. et aujourd'hui, je pense que même dans les parents, dans les mentalités qui évoluent, eh ben, il y a certains parents qui vont pas tolérer que l'entraîneur dise ferme ta gueule, je suis en train de parler. Ouais. Mais le fait est que déjà, normalement, dans une hiérarchie enfant-adulte, moi je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais quand un adulte te parle et que tu as 6 ans, 8 ans, bah, tu te tais déjà, Ouais, normalement. bah oui. Et quand cet adulte fait figure de référence parce que c'est ton entraîneur, et tu vois, je trouve que le judo c'est bien fait, il y a ce côté. Bon, après, c'est un peu pareil dans tous les sports, quand le coach parle, les mecs sont en ligne, tu vois, en rugby, en foot, peu importe, mais tout le monde est sur la même ligne, l'entraîneur il est en face, il est tout seul, il te parle. Bah, tu l'écoutes en fait. Et c'est vrai que je me souviens des scènes où tu chuchotes avec le gars qui est à côté de toi, tu te bah, fais tu te fais allumer. Ouais, après, puis il y a le. Après, tu peux te faire allumer, et il y a aussi le côté. Au judo, il y a moyen de mettre des punitions qui sont. Mais moi, je me souviens qui qu'il sont te vraiment prenait et tu te prenais 10 nagekomi dans Ouais, la gueule, tu vois, il te exactement, faisait c'est ça. chuter 10 fois. Ouais. Des piles ou le nagekomi à la file, tu vois. Voilà. Tout le monde te met une droite. Voilà, mais tu comprends. Et, En fait, c'est le conditionnement de Pavlov, Ouais, quoi. Ça bien veut sûr, dire, exactement. t'ouvres ta gueule, bah tu chutes. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais, puis ça te met une certaine. Moi, je me souviens, après, quand j'étais un peu plus ancien, tu vois, je m'entraînais avec les jeunes du Pôle Espoir à Limoges, tu vois. Parce que mon club n'était pas à Limoges. J'étais venu pour mes études à Limoges, je suis resté à Limoges, mais là où mon club et là où j'ai appris le judo, c'était pas à Limoges. Et une fois, il y a un gamin qui est arrivé, qui avait un coup dans le nez et tout, parce qu'il avait picolé l'après-midi, etc. Les entraîneurs ne se sont pas rendus compte, mais par contre, dans le vestiaire, tous les autres jeunes, ils l'ont tous allumé. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que. Allumé verbalement. Ouais, allumé verbalement et tout, ils sont tous allés le voir et le mec, plus jamais il a recommencé ça, tu vois. C'est-à-dire qu'après, t'as aussi, tu vois, ils lui ont dit, il y a des valeurs, là, ce que tu fais, c'est pas dans les valeurs du judo et tout. Et en fait, c'est même pas les entraîneurs qui ont besoin de faire quoi que ce soit, c'est les jeunes eux-mêmes. Pourtant, c'est des jeunes qui avaient 13, 14, 15 ans, tu vois, qui déjà avaient cet état d'esprit-là et cette maturité-là pour se dire, bah vas-y, là, ça va pas avec les valeurs du judo, tu vois. Et parce qu'il y a une forme de conditionnement, parce qu'il y a une forme de tout ça. Et ces gens-là, dans la vie, bah, c'est des billes qu'on te donne qui sont. Tu vois, puis le être fort n'est pas une option, parce que quand t'es au judo et tout ça, bah, t'as pas le choix en fait. Ouais. C'est pas une option d'être fort, tu dois être fort, c'est tout. Ouais, bah, tous les sports avec une confrontation physique, comme tu l'as dit. Et tu vois, aujourd'hui, je me fais une réflexion parce que ce matin, donc, je suis allé faire une séance dans un Basic Fit. Donc, on digresse un peu, mais tu vas voir où je veux en venir. J'étais tout seul dans le vestiaire, je sortais de la douche, j'étais en train de m'habiller, et il y a 2 jeunes qui rentrent. Le vestiaire, il est vraiment petit, il fait la taille de la pièce presque, tu vois. Il n'y en a aucun des 2 qui m'a même regardé, fait un signe de tête ou dit bonjour. Et je me dis, un gars comme toi, comme moi, qui a été à l'ancienne, en fait, c'est déjà, je pense, de la politesse, l'éducation de tes parents, etc. Et il y a aussi, en fait, que c'est ancré, et on a connu les salles de muscu dans les années 2000. Ouais, l'ancienne. Et ça me faisait repenser à une scène où je me revois, moi, à l'âge des gars qui sont rentrés ce matin dans le vestiaire. Tout le monde dans la salle. Il y avait des anciens qui avaient le sgegalaire qui sortait de la douche, mais t'allais quand même leur serrer la main. Tu vois, le mec, il avait encore les gouttes d'eau sur lui, il avait le sgegalaire, Charles, tu biperas, mais t'allais leur serrer la main parce que c'était inconcevable et tu sais que sinon, le mec, il allait te mettre un tir, tu vois. Versus là, aujourd'hui, le gars, même pas, il m'a regardé dans les yeux pour me faire un signe de tête. Après, c'est aussi les salles commerciales, Basic Fit, Fitness Park, On Air et compagnie, c'est aussi un peu une déshumanisation, tu vois. C'est-à-dire que avant, la muscu, c'était quand même un sport de niche. Tu venais pas à la muscu par hasard. Et quand tu venais à la muscu, tu savais pourquoi, tu savais ce que tu faisais, tu connaissais les gens, c'était petite échelle. Maintenant, tout le monde fait de la muscu. Presque dans la jeune génération. Oui, mais est-ce que ça veut dire que... Ouais, mais si tu veux, ils ont c'est pas les mêmes personnes qui viennent et c'est pas forcément les mêmes valeurs. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si 2 types de 40 ans étaient rentrés dans ce Basic Fit, est-ce qu'ils t'auraient dit bonjour ? C'est même pas sûr, tu vois. Non, c'est pas sûr parce qu'il y a un gars qui est arrivé après, j'allais partir. Je sais pas, il a récupéré un truc dans son casier, il m'a pas non plus... Tu vois, mais parce que c'est des salles qui déshumanisent vachement, tu vois. Les gens se regardent plus, en fait. Les gens se parlent pas, les gens s'entraînent. Bon, alors, moi aussi, je m'entraîne avec des écouteurs des fois, mais... Non, mais c'est pas dans la charte de Basic Fit de pas dire bonjour aux gens. Bonjour. Ouais, tu vois, donc oui, je suis d'accord avec toi sur le constat que maintenant les salles n'ont plus d'âme, etc. Mais ça tient qu'aux adhérents et aux consommateurs de la salle en question. Que ça ressemble à des êtres humains dans la même pièce qui n'occultent pas que à côté de toi justement il y a un autre être humain en fait, de mettre certaines règles là-dessus. Non mais moi je te rejoins sur moi quand je rentre dans le vestiaire je dis bonjour, après bon on me répond pas, tu vois. Non mais ça c'est autre chose, mais en fait du coup le fond de mon propos c'est
tu vois, des gars comme nous qui étions habitués, qui avons été habitués au code moral du judo, tu vois, la politesse, c'est sûr, c'est la différent. sincérité, etc. Et du coup, en fait, je me dis, c'est là où je voulais en venir, ça a mis un peu de temps, c'est que, à mon sens, ça n'engage que moi, tous les gamins, donc j'inclus mon fils, devraient un peu faire ce passage vers des sports un petit peu comme ça, où où finalement la part éducative, valeur inculquée est vraiment prépondérante, si Bien tu veux. sûr. Parce que derrière, ça t'imprègne en fait, tu vois. J'ai envie de dire, comme le dit l'expression, on se sait, si tu veux, tu vois. Parce qu'on a été un peu baigné dans le même moule, alors avec des entraîneurs différents, etc. Mais tu sais en fait, tu vois, qu'une salle de sport, c'est avant tout quand même des gens qui se côtoient pour une passion commune finalement, tu vois. Et je pense pas qu'à l'inverse, des gens qui rentrent dans un club de vélo ou de triathlon, je pense qu'ils se connaissent tous, ils se font un chabit, un machin, tu vois. Ouais. Parce qu'ils partagent une même passion. Versus nous, tu partages la même salle de muscu que... Alors moi, je vis plus ici, c'est pas ma salle. Mais voilà, je me dis, bon, c'est tristounet. Et je pense que dans un club de force, c'est pas pareil. Alors dans un club de force c'est différent, mais après c'est toujours pareil, c'est une question d'échelle, c'est-à-dire que moi dans mon club de force il y a peut-être 80 adhérents, dans la boxe de CrossFit où je m'entraîne, on est 300, dans un Basic Fit il y a plus de 1000 adhérents, et puis n'importe qui est pas d'ici peut prendre un dépasse et puis venir s'entraîner, tu vois, c'est l'anonyme, enfin tu deviens totalement anonyme, tu vois, et c'est sûr que ça c'est un des mauvais côtés du truc, mais malgré tout, tu vois, il y a 10 ans, si j'étais venu à Dijon là comme ça, bah j'aurais pas pu m'entraîner. Tu vois, hier je suis arrivé, j'ai pris un dépasse à Basic Fit, j'ai fait ma séance machin, là on fait le podcast, je vais aller m'entraîner aussi, tu vois, il y a une facilité à s'entraîner, que ce soit pour des gens en déplacement ou que ce soit pour n'importe qui peut s'entraîner, tu vois, là t'en as 2 en centre-ville et tout, tu vois, toutes ces salles commerciales, elles ont permis aussi de vachement démocratiser la pratique, alors qu'il y a 10 ans, tu te souviens, quand on disait je fais de la muscu. C'est pas que t'aurais pas pu t'entraîner, c'est que t'aurais dû aller dans une salle, tu m'aurais peut-être écrit, tu m'aurais dit que tu t'entraînes mais le gérant il t'aurait fait remplir un formulaire, formulaire, tu dois appeler avant, tu dois machin. Je suis arrivé à 20h, sans doute que ça aurait été fermé, tu vois. Il y a beaucoup de trucs comme ça, tu vois, ou alors le mec, ah bah non, on prend pas de nouveau, ah bah non, pas à 20h, nous on ferme à 19, ou je sais pas quoi, tu vois. Et ça complique les choses, on va dire, tu vois. Alors que là, bah, t'arrives, Google Maps, ok, il est où le Basic Fit le plus proche, ou le Fitness Park, ou le je sais pas quoi, et t'y vas. Et il y a eu cette démocratisation de la pratique et cette facilité d'accès de la pratique. Donc au niveau des valeurs, forcément, quand tu as plus de monde qui pratique un truc, bah forcément ça dilue les valeurs, et puis ça dilue aussi la qualité de l'entraînement, parce qu'il y en a un paquet qui se branlent la nouille quand même et qui font pas grand chose dans ces salles-là, et à l'inverse, ou qui font n'importe quoi, et à l'inverse, ça te permet quand même d'avoir beaucoup plus de gens qui pratiquent, donc finalement, plus de gens qui font du sport, donc plus de gens en bonne santé, et de moins passer pour un mongolien quand tu dis je fais de la muscu. Parce qu'il y a 10 ans, quand tu disais je fais de la muscu, tu me disais oh mais t'es un débile toi. Alors que maintenant, bah, tu fais de la muscu, bah c'est cool en fait. Et même les gens ils vont te poser des questions parce que eux-mêmes ils ont déjà essayé un peu ou machin. Et toi ça s'est quand même vachement démocratisé, ça a évolué. Donc t'as le mauvais côté en mode bah maintenant il y a à boire et à manger et c'est plus vraiment des spécialistes, mais il y a le bon côté en mode maintenant tout le monde connaît la pratique et tu passes moins pour un gland quand tu fais. Et le niveau, même tu vois en force athlétique, on parle souvent du niveau qui augmente. Bah, comme il y a tout le monde qui pratique, bah forcément le niveau, la base de la pyramide est beaucoup plus large, donc le haut de la pyramide est beaucoup plus haut, quoi. Comment t'expliques ça du coup J'en avais parlé aussi avec Rudy un petit peu, et il le dit souvent, Rudy, que avant quand t'étais fort, t'avais 10 reps à 120. À mon époque, ton époque, l'époque de Rudy Koya, pour ceux qui savent pas de qui on parle. Le maigre, Rudy Koya, le maigre. Le maigre, le coureur. T'avais 10 reps à 120 à notre époque en muscu, t'étais un gars de la salle, t'étais un gars solide de la salle. Ouais. Versus aujourd'hui, j'ai l'impression que le ticket d'entrée du 10 à 120, il est à 10 à 140 finalement. Alors, je pense qu'à 10 à 120, t'es toujours un gars solide de la salle, mais par contre, t'es plus un gars solide d'Instagram. C'est-à-dire qu'il y a quand même le fait qu'avant, bah, tu voyais que les gens de ta salle ou les gens de ta ville, et du coup, 10 à 120 c'était énorme, mais tu connaissais pas grand monde en fait. Maintenant, bah, avec Instagram, tu vois tout le monde, donc tu parlais de Irregular Strength, là, Maddox, ou je sais pas qui, bah, lui tu vas le voir faire 10 à 200 ou je sais pas quoi, tu vas dire bah ok, 10 à 120 c'est rincé, alors qu'en fait, non, c'est juste que lui il est au fin fond des États-Unis, et alors qu'avant toi tu regardais que les gens de Dijon. Donc forcément, bah, comme tu vois beaucoup plus de choses, bah il y a une culture de la comparaison qui est différente. Avant tu te compares aux gens de ta salle, maintenant tu te compares aux gens du monde. Et souvent, si tu les suis, c'est parce que c'est les meilleurs, donc tu te compares aux meilleurs.
Donc t'as l'impression d'avoir un physique éclaté, t'as l'impression de courir à 2 à l'heure, t'as l'impression de rien soulever, alors qu'en fait, tu le dis souvent, t'es dans les 0,001% des gens, tu vois, en termes de performance, j'entends. Mais pour autant, si tu te compares au tout meilleur, forcément, tu te compares à Nick Baer, bah... Oui, t'existes pas, ouais. T'es personne, tu vois. Ouais. Et du coup, toi, tu te situes comment là-dedans? Parce que en plus, je voulais en parler un peu plus tard, mais on va en parler maintenant, du coup. La force athlétique, depuis, 3 ans, 4 ans peut-être maintenant, est quand même vraiment devenue populaire. Ouais, très. Auprès d'un public jeune en plus. Versus il y a 10 ans, c'était ringard. Enfin, c'était vraiment le truc de mecs qui mangent de la terrine, qui... Non mais... Ouais, c'est ça. Hein, tu foires vois, à la saucisse, dans les assos de villes de moins de 2000 habitants, etc. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est trendy, c'est sexy, c'est... alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, déjà, avant, quand je fais de la force athlétique, déjà, les gens, ils savaient pas ce que c'était. Ouais. Et effectivement, quand tu expliquais un peu ce que c'était, effectivement, c'était un truc de foire à la saucisse. Mais ça me fait rire que tu dis ça parce que c'est toujours. Parce que tu manges de la terrine. Non, En post-workout. Ouais, mon père, il fait une terrine incroyable. Donc, c'est vrai quand c'est celle de papa. Ok, ben non, faut la manger. Et mais ouais, c'était vraiment comme ça, tu vois, c'était le sport de papa, c'est exactement ça, quoi. Et maintenant, ça a beaucoup changé, parce que sur les réseaux, ça s'est beaucoup démocratisé. En France, on a des mecs comme Pana, Brutus, etc., qui ont beaucoup popularisé, tu vois, sur Insta, l'IA aussi, sur Insta, sur YouTube, etc. Moi, tu vois, j'étais un des tout premiers en force athlétique à partager tous mes entraînements sur Insta, tu vois. Avant qu'ils arrivent, alors eux ils ont pris une autre dimension derrière, tu vois, mais il y en a beaucoup je faisais partie des premiers comptes auxquels ils s'abonnaient, tu vois. Mais par contre, moi je me souviens que quand j'avais créé mon Instagram au début et que je partageais tous mes entraînements et tout, et que j'avais pas un niveau incroyable, bah les vieux de la vieille, tu vois, les champions de la terrine là, comme tu dis, eux c'était les premiers à dire mais pour qui il se prend lui, à partager tous ces trucs et tout, tu sais. Ouais. Toi, t'étais dans les premiers à faire ça, à partager tes entraînements sur Insta. Rudy, c'était un des premiers à partager, à faire du coaching en ligne. Tout le monde le traitait d'escroc. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que nous, on a connu cette époque-là où faire du coaching en ligne, t'étais un voleur. Tu partageais tout sur Instagram, t'étais un m'as-tu vu et t'étais un blaireau. Tu vois, on a eu. Parce qu'il y avait ce phénomène des anciens qui étaient débordés par le nouvel outil, à savoir les réseaux sociaux, les téléphones, et qui, je pense, devaient être rongés par le. Ouais, mais moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Ouais. Qu'est-ce qui ramène sa gueule, Exactement. Lui. Mais effectivement, quand t'es le premier dans quelque chose, bah tu prends à la fois tu prends la lumière et tu prends la foudre aussi. Exactement. Et après, ça s'est démocratisé. Et maintenant, c'est même un problème entre guillemets. Il y a beaucoup de salles qui se plaignent des gens qui passent leur temps à se filmer à la salle, tu vois, et à filmer tous leurs exos, etc., etc. Je vois souvent des articles dans des journaux où ils disent oh là là, dans les salles, les gens se filment, c'est l'enfer, etc., etc. Tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ouais, mais ça c'est encore. Alors, j'ai l'impression moi surtout que maintenant de dire je fais du SBD. Ouais, c'est sexy. C'est tendance, c'est sexy, tu vois. Ouais. De toute façon, là, t'as deux tendances sur la partie muscu, je trouve. Hein. C'est dire effectivement je fais du SBD, donc faire de la force athlétique. Squat, bench, deadlift, les termes anglo-saxons pour les gens qui savent pas. Et soit ça, soit l'Irox. T'as vraiment deux branches qui se développent énormément. Et quand tu vas dans les salles, alors bon, t'as toujours les mecs qui font un petit peu leur muscu comme ça, pépère, etc., un peu orienté body, c'est vrai. Toi et moi, on est moins là-dedans quand même. Et sur le champ performance, t'as vraiment les gens qui font de la force et les gens qui font de l'Irox. Et ça se démocratise beaucoup dans les salles. Tu vois, il y a des salles comme Fitness Park, elles sont devenues partenaires Irox. Là, tu vas dans n'importe quel Basic Fit, je suis sûr que tu vois plein de mecs avec des ceintures SBD, des trucs comme ça. Parce que, ouais, effectivement, ça devient sexy. Alors qu'avant, tu sais, beaucoup ils s'entraînent en singlet, là. Le singlet, tu mettais un singlet dans une salle comme ça pour t'entraîner il y a 10 ans. Et tout le monde te tirait dessus, tu vois. Ouais. Disais, mais qu'est-ce que c'est que ça salopette, qu'est-ce qu'il fait lui. Alors que maintenant, t'en as plein, ils sont fiers d'arborer ça. Et hier, je suis allé à la salle. Je mets mes petites chaussures mes petites slippers là pour le bench. Direct, t'as un jeune qui est venu me voir, il me fait ah tu fais de la force et tout, tu vois. Tu sais, c'est presque un code, un signe d'appartenance, un signe d'appartenance, tu vois. Et tu vas t'entraîner avec ton t-shirt de la marque Power, tu vas t'entraîner avec ton matos de force, etc. Et les gens se reconnaissent entre eux et limite ils se font un petit clin d'œil, tu vois. Et tu vois, moi quand je vais dans une salle, personne me dit bonjour. Par contre, si j'ai du matos de force, tous ceux qui ont aussi du matos de force, eux par contre ils vont tous me dire bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Ça crée c'est un signe d'appartenance. Alors c'est pas religieux pour le coup, mais c'est la religion du SBD, quoi. Et du coup c'est dû à quoi à ton avis? Est-ce que c'est dû au... Parce qu'au final j'ai l'impression que les trois influenceurs athlètes que tu as mentionnés,
J'ai l'impression que c'est eux un peu qui ont toutes les parts du marché finalement en France. Enfin eux après bon moi je suis au final tellement un peu détaché de ça que je me rends pas compte. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que c'est eux qui ont démocratisé ça? Est-ce que c'est Ils ont beaucoup participé à la démocratisation de ça via leur marque avec Silent Worker, la création d'événements, le fait de beaucoup publier et tout, et puis et de rendre le truc fun. Et il y a aussi un truc quand même, c'est que quand tu fais de la muscu, mais muscu, tu vois, quel est le sens? À un moment donné, bon, t'es balèze, ok. Qu'est-ce qui va faire évoluer ta pratique? Tu vois, t'as 42 tours de bras, bon bah t'as 42 tours de bras. Est-ce que tu vas te battre et courir après un 41 en te mettant une diète de fou, etc., etc. C'est dur à un moment donné de voir les progrès, tu vois. Ou alors tu te piques comme tous les gars à Dubaï, là, tu deviens énorme et tout ça. Mais la quête du sens, tu vois. Alors que dans la force athlétique, tu peux mesurer tes progrès, tu peux quantifier tes progrès. Bah, je benchais 100, maintenant je bench 120, bientôt je vais bencher 140. Tu vois, tu as un aspect, je peux progresser, je peux quantifier mes progrès et qui rend le truc vachement plus attractif. Et puis même... Mais tu l'as dans la muscu, ça. À l'époque où tu faisais... Si, parce que tu... Pas ceux qui courent après le volume, tu vois, ceux qui courent après les centimètres, non. T'avais à cœur on disait tout à l'heure, t'as 10 à 120, bah t'avais peut-être 3 séries, t'as à cœur de dire, bah j'ai 4 séries à 120, et puis après j'aurai 4 séries à 125. Et déjà cours ça, après ça. Ouais, mais déjà, là, c'est une orientation performance. Oui, mais à l'époque où on le faisait il y a 10 ans, enfin, toi il y a 10 ans tu commençais la force, mais alors peut-être 15 ans, ou un gars comme moi ou comme Rudy, parce que moi je me dissocie, je suis pas finalement dans la force athlétique, et tu vois, tu dis, moi je suis un gars qui est connu pour s'entraîner toute l'année comme un taré depuis 20 ans sans faire de compète finalement, tu vois. Et à l'époque, on formulait pas qu'on faisait quelque chose, mais on courait après la performance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que ça a changé parce que les gens ont aussi maintenant plus besoin de sens, tu vois. Et puis, alors il y a l'aspect je veux partager sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent montrer à tout le monde qu'ils ont fait ci ou ça, donc du coup ils se spécialisent et il y en a beaucoup qui font pas de compète mais qui publient que sur les réseaux. Il y en a, ils veulent progresser pour eux, mais il y a aussi la quête du sens et je pense qu'on est dans une société qui manque globalement de sens, tu vois. Où les gens se disent pourquoi je vis, pourquoi je fais ça, etc. Il y a quand même un taux de dépression qui est assez haut, enfin tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Et je pense que le fait de trouver un sport dans lequel tu puisses te développer et t'épanouir en progressant, tu vois, moi je trouve que la force c'est un sport qui est extrêmement structurant. Parce que pour progresser, tu es obligé d'avoir un entraînement qui est ultra structuré, tu vois, de créer des blocs cohérents, de périodiser un petit peu, etc. Et tu as énormément de mecs, même avec des niveaux régionaux ou moins que ça, qui s'entraînent comme des sportifs de haut niveau, tu vois, avec énormément de structure, énormément d'intelligence. Et je pense que c'est une discipline qui permet de se structurer mentalement et de se structurer aussi dans la vie et d'aider à avoir du sens et d'aider à avancer et à se tenir un petit peu loin de tout ce que les autres peuvent rencontrer en termes de mal-être, de dépression ou de choses comme ça, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment de ça et ce sport-là apporte beaucoup. Et quand tu écoutes Lia, par exemple, elle, c'est vraiment ce qu'elle va te dire, c'est que la force lui a donné énormément de sens dans sa vie, etc. Et que ça l'a beaucoup aidé à trouver un petit peu sa place. Parce qu'elle avait du mal à trouver sa place avant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et beaucoup de filles aussi, qui se reconnaissent là-dedans et ça les aide à trouver leur place. Mais finalement, le sens, le vrai sens, est-ce que c'est pas ce que tu disais au début avec ta petite punchline là, être fort n'est pas une option. Et la première chose que tu as mis en avant quand je t'ai dit, est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce qu'être fort? Le premier truc qui t'est venu à l'esprit, c'est pas de me parler de performance physique, c'est de me parler d'être fort dans la vie et d'être fort psychologiquement. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que c'est pas ça le sens premier de se tenir à une discipline, d'aller à la salle 4-5 fois comme les anciens qu'on a connus et tout? Est-ce que finalement, c'est le sens premier, c'est pas d'être fort à une compète un jour J ou d'être fort parce que, alors ça c'est un débat qui est un peu plus philosophique, mais selon moi, il y a beaucoup de gens qui sont à l'époque ralliés au CrossFit, qui se rallient aujourd'hui à l'Aerox ou même à la force, au SBD. Parce que ça corrèle avec des trends Instagram, TikTok, bien sûr, et qui peut-être que si ces trends n'existaient pas et étaient aussi populaires avec des influenceurs qui ont X centaines de milliers d'abonnés, je suis pas sûr que tous les gens qui le pratiquent le feraient si ces trends et ces réseaux n'existeraient pas, si tu veux, par exemple. C'est une certitude par contre que les réseaux ont permis aux gens de se développer, de donner envie de faire ça, et puis tu vois, de non mais c'est un peu comme si tu avais un machin. listing de te dire ok, comment je peux péter sur les réseaux aujourd'hui, dans le sport. Ok, donc il y a soit j'ai un physique à 8% de body fat, tu vois, non mais bon voilà, Là, donc les je me charge Lazar là. à l'époque c'était Lazar Angelos. Voilà, et aujourd'hui les Larry Wills et d'autres que je suis plus, mais oui, les Simeon Panda à l'époque et tout. Ou alors ok, bah il y a l'Aerox qui est super tendance, il y a la course à pied aussi qui est aujourd'hui super tendance. Ou alors il y a le SBD. Et en fait, est-ce que ces gens-là,
pratiqueraient ces sports-là si ça leur permettait pas d'être affiliés à une communauté, à des tendances, à des comptes Insta, à un potentiel sponsoring Gymshark, etc., etc. Ouais, ou juste ah putain, je vois machin qui fait ça, c'est vrai que c'est stylé de faire ça. Vas-y, ça me donne envie de faire ça. Tu vois, toi là tu cours beaucoup plus, je sais pas, peut-être que tu as un objectif de faire un truc, un semi ou un marathon ou un 10K ou un j'en sais rien, tu vois. Est-ce que si tu voyais pas autant de gens courir et tout sur les réseaux, est-ce que ça t'aurait donné envie de faire ça? Parce que toi, ton entraînement, il a changé, il a évolué au fil du temps. Est-ce que sans les réseaux, il aurait évolué de la même manière? Bah alors sincèrement, tu vois, j'ai commencé la course il y a 3 ans avec mon beauf, Théo. Et il y a 3 ans, si tu te souviens bien... Ouais, c'était moins in. C'était pas du tout in. Enfin, c'était... Non, c'était encore ringard. C'était l'équivalent des mecs qui soulèvent des poids et qui mangent la terrine un peu, tu vois. Non, mais vraiment, avec, tu sais, le short un peu en lycra violet des coureurs, tu sais, les mecs qui ont 60 ans. Et le bandeau. Voilà. Moi, j'ai commencé, Nick Baer commençait à être un peu connu, je l'étais tombé sur lui et déjà, je m'étais dit, putain, un gars avec son profil, muscu, il court. Mais c'était pas. Là, aujourd'hui, il y a des clubs de run. Il y a toujours eu des clubs de run. Ouais, mais aujourd'hui, c'est tendance, c'est sexy maintenant, tu vois. Sûr. Nike fait des clubs de run, il y a des trucs dans Paris, il y a un dress code qui va avec, tu sais, la petite moustache, la casquette, le truc. Je critique pas tout ça, je fais juste des constats en fait. La coupe mulet. Par contre, pour la coupe mulet, moi la coupe mulet, c'est mort. Moi c'est cuit. Et non, moi la course, pour te répondre, c'est parce que ça, comme je le dis souvent, moi j'ai un besoin un peu tout le temps de me violenter et d'introspection en fait, tu vois. Et ce que je ressens quand je vais courir, de un peu ressasser, tu vois, des trucs qui me chagrinent, qui me tiennent à cœur, des machins, je le retrouve qu'en courant. Tu vois, là, et au-delà de ça, c'est cette dualité de savoir que chaque seconde, tu peux mettre un terme à ta souffrance en juste stoppant ta foulée et te mettant à marcher. Ou la pousser un peu plus. Voilà, ça c'est le choix que je fais à chaque fois. Et en fait, moi c'est ça que j'aime dans la course. Et c'est uniquement ça, c'est de me dire, je souffre comme un enculé là à l'instant T. J'ai juste à m'arrêter, je souffrirai plus, mais finalement j'accepte de continuer de souffrir. Et comme le dit Just Truett, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Franchement, lui, si on doit mentionner un gars qui moi m'inspire à l'heure actuelle, c'est lui. Ouais. Et lui, son mantra, c'est It's just pain. Tu vois. Et lui, il fait des trucs de malade, il fait des ultras. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ouais, en fait, et Huberman, il le dit aussi, tu vois, le scientifique là, Andrew Huberman. Alors je suis pas sûr du pourcentage, mais je crois que c'est 40. Il dit en fait, quand ton corps te dit d'arrêter, en fait en réalité t'es qu'à 40%. Et c'est plutôt toi qui te met en espèce d'alerte, un peu de flipper en te disant merde, physiquement je vais exploser, je vais casser, je vais truc, tu vois. Alors qu'en réalité c'est à ce moment-là, et ça c'est un peu la philosophie de Goggins qui l'a poussé à l'extrême, tu vois, mais qu'au final, c'est à ce moment-là qu'il y a les vrais et les autres, tu vois. Et d'accepter que de te dire, ok, il y a mon corps qui y a un voyant comme sur un tableau de bord qui commence à s'allumer déjà en jaune. Mais le jaune, c'est 30% peut-être en fait. Et après, il y a l'orange, après, il y a le rouge, et après, vraiment, le moteur, il crame. Et ouais, mais après, mais les gars comme le gars que je viens de te mentionner, là, le Just Truett, tu vois, ça, c'est des gars, je pense que le voyant rouge, il clignote à chaque séance. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. Mais il le voit pas. Tu vas apprendre à pousser plus les curseurs et tu vas apprendre à... ton corps va apprendre en fait à forcer plus, tu vois. Dans l'entraînement d'endurance, c'est le cas parce qu'effectivement, t'es pas à fond. Mais même au niveau en force, tu vois, ton système nerveux, il te bride. C'est-à-dire qu'un débutant, il va pas exploiter son potentiel de force, son plein potentiel de force parce que de toute façon, son corps, il dit non, là, c'est trop dangereux. Donc son corps, il verrouille, tu vois. Là où un mec, ça fait 15 ans qui pratique comme moi, il y a beaucoup moins d'inhibition et donc du coup le système nerveux il dit vas-y on y va, c'est bon. Et du coup c'est pour ça que le potentiel de force avec le temps il augmente. Et la course à pied c'est un petit peu la même chose, physiologiquement ça s'explique. Mais aussi le fait de mentalement être capable de se dépasser, de se dire vas-y effectivement là c'est que de l'inconfort. Moi tu vois quand j'avais fait mon Irox, c'est ce que je me disais pendant toute la prépa et ce que je me disais pendant tout l'Irox, j'avais qu'une envie c'était de m'arrêter et je m'étais dit à aucun moment faut que ça s'arrête, tu vois. Et ce que je me répétais tout le temps c'est que de l'inconfort, c'est que de l'inconfort, c'est que de l'inconfort. Et effectivement ce truc là mentalement c'est un entraînement
qui paye sur la partie performance, physio, etc., mais qui va aussi payer dans les autres secteurs de ta vie. C'est-à-dire que surtout même, je dirais. Ben évidemment. C'est-à-dire que quand tu vas être fatigué, que tu vas devoir quand même bosser, te lever de bonne heure pour aller faire un truc, etc., bah c'est pas grave, je dormirai plus tard, tu vois. C'est que de l'inconfort. Et tu vois, c'est pour ça que tu parlais de Gauguin, lui, il a beaucoup poussé aussi sur l'aspect business, entrepreneuriat, etc. Et tous les mecs qui font du développement perso, ils vont te dire il faut faire du sport, etc. Mais parce que justement, le fait de faire du sport, ça te permet d'acquérir cette discipline qui va te permettre de débloquer des choses aussi dans les secteurs de ta vie et la gestion de tes problèmes dans la vie, tu vois. Oui, mais est-ce que la muscu, à titre perso, et moi c'était ça aussi au final pour répondre un peu à tout à l'heure, parce que moi ça m'épanouissait plus, et à l'heure actuelle ça m'épanouit plus du tout la muscu, hormis pour continuer de garder une shape si tu veux. Et là, toi tu le ressens pas, je pense, en tant que pratiquant au niveau élite de force athlétique, t'es jamais dans une situation d'inconfort. Surtout comme tu le disais dans un épisode, on va revenir juste après sur ton entraînement, tu dépasses rarement 6 reps. Oui, sur les mouvements de base, oui. Alors que, tu vois, à la rigueur, tu me dirais, tu t'entraînes à la Tom Platz en série de 20, tu vois. Ouais, mais là, t'y es dans l'inconfort. T'as envie de dégueuler au bout de la 12e rep, tu sais que les 8 qui restent, ça va être l'enfer. C'est pas le même inconfort, tu vois. C'est-à-dire que tu dois faire un 6x4 à 80% avec, au squat avec une charge qui... Tu sais qu'à tout moment, t'as pas le droit à l'erreur et si tu fais la moindre erreur, tu te bousilles. Tu te blesses, ouais, mais t'es pas en souffrance. En vrai, tu fais un 6x4 à 2,20 ou 2,30 au squat, je peux te dire que t'es en souffrance. Parce que ce que ça demande en termes d'implication nerveuse, mentale, etc., c'est... Tu vois, moi, bon, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, tu vois, j'ai fait du judo, j'ai fait un peu de course, j'ai fait du hand, j'ai fait un peu de rugby au stade, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Ce qu'il y a de plus dur, c'est le combat. Le judo, il y a rien de plus dur et d'éprouvant physiquement et mentalement que de combattre. Par contre, je peux te dire que tu fais un gros 5x5 vraiment très lourd quand tu es un spécialiste. En termes d'intensité physique et psychologique, c'est quand même très très dur. Mais le truc, c'est que pour rentrer entre guillemets dans mon corps m'autorise à me faire vraiment mal à travers ça, ça demande d'avoir fait des milliers de reps. Tu vois, on dit souvent que l'expertise, c'est 10 000 heures. Quand tu as fait 10 000 heures de squat et que tu es expert vraiment dans le domaine parce que tu en as fait depuis tout le temps, et bien là, tu peux rentrer justement dans cette fenêtre de souffrance et te dire, vas-y, et là, ton système nerveux, il t'autorise à vraiment te faire mal. Mais par contre, oui, effectivement, le mec qui fait un peu de squat comme ça, son corps l'autorisera jamais à faire ça, il pourra pas avoir ça. Mais toi, tu as fait de la compète en strongman un petit peu. Ouais. Et à mon sens, dans le milieu de la fonte et de la muscu, ce qui génère... Moi, j'en faisais beaucoup dans ma salle à l'entraînement à Primal. J'ai jamais autant... Par exemple, quand tu as un log à 110 kg sur le torse... Moi qui t'éclate. Tu fais un push press, elle te retombe dessus, comme tu dis, elle t'éclate. Ou quand tu fais du zerker-carry ou des... Ouais, là, tu l'as la souffrance, tu vois. Sûr. Et là, quand tu te dis, je pense, il reste 40 mètres à faire, j'ai une fat bar ici qui me cisaille. Là, tu y es dans la souffrance et il y a un peu ce parallèle avec It's just pain, il me reste 3 km, mais j'ai l'impression que si je fais 2 pas de plus, je vais mourir. Ouais. Et ça, moi, alors encore une fois, j'ai jamais fait de compète de force, mais il n'y a aucun moment dans ma vie, alors après, c'est peut-être parce que moi, j'aime peut-être souffrir plus que la norme, mais en muscu, oui, on sait, les séries de 10, tu congestionnes, ça brûle, c'est l'horreur, machin, les élévations latérales, même en série de 30, ça brûle. Mais c'est pas une souffrance que je retrouve comme à la course à pied, ou que je peux retrouver dans ce que je faisais avant, les trucs de strongman. Ouais, parce que c'est pas les mêmes filières. Parce que les mouvements sont hybrides. Et Mais parce que c'est un peu différent. Après, tu vas pas chercher la même chose. Mais après, en vrai, en termes de difficulté et d'implication mentale, tu vois, une compète de force où tu vas chercher 3 max sur 3 mouvements dans un laps de temps donné, avec les arbitres, dans un certain timing et tout, en termes d'implication mentale, de stress, de machin et tout, je t'assure qu'il y a un dépassement. Alors, il est différent, tu vois, un dépassement, je sais pas si on peut parler de souffrance, mais qui est réellement là, tu vois. Puis il y a aussi l'aspect aboutissement, c'est-à-dire que ça fait 6 mois que tu t'entraînes pour un truc et tu sais que t'as pas le droit à l'erreur du tout. Donc mentalement, ça te met quand même une certaine implication, une certaine... Ah non, mais là, je fais aucun déni de tout ça, non, hein, Clem. bien sûr, je sais bien. Moi, Non, c'est parce que bien sûr. vraiment, on était sur le mot souffrance, en fait, tu vois. Et par contre, il y a une vraie souffrance le quand truc même, de si tu rates ta barre, tu bulles, qu'il y a des gens qui te regardent, il y a un plateau, il y a la stratégie de faut mettre 2 kilos de plus que... Alors ça Ouais, effectivement, mais- c'est ultra stressant et taxant nerveusement. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'était l'aspect souffrance physique que j'arrive pas à accorder à la muscu. Ouais.
au sens large et même à la force. Tu vois, j'ai jamais triplé devant en squat, mais j'ai déjà eu 2,25 au squat, tu vois, sur une rep. Je vois ce que le bracing, le truc de tu sais que oui, tu peux te péter, enfin, tu vois. Ou moi, les squats pause que je faisais là, ça, à la rigueur, si je souffrais. Avec une cuillère dans la bouche et un œuf. Oui, mais voilà, parce que je me souviens avoir fait, je crois, 35 secondes à 150 en squat pause. Mais tu souffres en fait, oui, parce que tu n'arrives plus à respirer, et oui, tu sens que tu peux te péter, mais ça reste moins inconfortable que de courir, je trouve. C'est pas la même durée d'effort, et c'est sûr que c'est un autre truc, mais c'est aussi pour ça où je pense que c'est complémentaire, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu vas aller développer à travers les sports de force, c'est pas la même chose que ce que tu vas développer à travers les sports d'endurance. Et si tu veux pouvoir vraiment un peu, aussi bien en tant qu'athlète, mais en tant qu'humain, un peu tout développer, il va falloir être un peu, pas hybride, j'aime pas trop ce terme de hybride, parce que pour moi, c'est ce qu'on devrait tous être un peu finalement, tu vois. On devrait tous être un minimum hybride. Mais est-ce que là, du coup, un crossfitter qui nous regarde, il te dirait pas, ou il me dirait pas, alors faites du crossfit, les gars. Moi, je trouve que le crossfit, j'en ai fait un peu, tu vois. J'ai fait les Open en 2015, donc il y a longtemps, et avant que ce soit trop in. Mon premier WOD de crossfit, ça doit être 2010, un truc comme ça. J'avais fait Isabelle, je me souviens, Tu t'es fait Isabelle? Elle était jolie? Le WOD Isabelle. Elle faisait 60 kilos, il fallait la soulever 30 fois. Ouais. Il fallait la soulever 30 fois, Isabelle. Et ça, ouais, 2010-2011, la première fois que je l'ai fait, ça, tu vois. Donc, il y a quand même très longtemps. Et ce que j'aime pas du coup dans le crossfit, c'est que tu dois. Il y a des skills à avoir, et si t'as pas ces skills, tu peux pas te donner suffisamment, tu vois. C'est-à-dire que tu vas être limité par ta technique et tu vas pas être limité par ta physiologie. Alors que dans la course à pied, dans l'Irox, dans d'autres trucs, tu vas être limité par ta physiologie et tu vas pas être limité par ta technique. C'est là aussi où le strongman et la force, c'est moins frustrant que l'haltéro. L'haltéro, si t'as pas la technique, c'est ultra frustrant parce que t'es capable de mettre je sais pas combien, mais en fait ta technique elle est à chier, ta mobilité elle est pas bonne, et donc du coup t'es pas en mesure de faire le truc, et souvent ça va engendrer de la frustration. Là où avec le strongman, qui est quand même très accessible techniquement, tu vois, n'importe qui peut prendre une valise dans chaque main, la soulever et essayer de marcher le plus longtemps possible. C'est aussi, comme c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus facile de se faire mal que via l'haltéro ou des choses comme ça. Et c'est ça que j'aime moins dans le crossfit. Et puis sans parler du fait que comme il y a 30 mouvements, et ça peut vite devenir la foire à neuneux, tu vois. Et je trouve le côté systématiquement varié du crossfit ça me correspond pas trop, quoi. Du coup, là, j'aimerais qu'on parle un peu de ta prépa. Parce que là, du coup, aujourd'hui, tu l'as dit il y a pas longtemps, tu t'entraînes 10, voire plus fois par semaine. Ouais, 10-11 fois par semaine. Et en 2023, j'ai écouté un podcast sur la chaîne OPT, où en fait, tu te plaignais d'une planif qui, à l'époque, te faisait t'entraîner 5 fois par semaine. Exactement. Et tu disais que tu t'étais pris la tête un petit peu avec le mec qui te gérait, qui te coachait, et que tu lui as dit non mais moi je veux passer à 4, en gros je sens que 5 j'explose. Ouais. Versus là aujourd'hui, comme on vient de le dire, t'as finalement plus que doublé parce que t'as cette dose d'entraînement hebdomadaire. Finalement, qu'est-ce que t'as changé? Est-ce que c'est la durée, l'intensité? Est-ce que tu t'entraînes plus intelligemment, moins longtemps? Eh ben, tu vois, dans le podcast que j'avais fait avec Alexis de OPT là, j'étais passé à... donc avant, j'avais un coach américain qui me faisait faire 5 séances de force et je faisais que ça, tu vois. Jusqu'au Covid, je faisais du judo. J'allais au judo encore une fois par semaine. À partir du Covid, j'ai arrêté de faire du judo. Et c'est là où j'ai commencé à être en moins bonne santé, tu vois. 2021, je faisais donc mes 5 séances de force et j'arrivais pas à assumer, j'arrivais pas à accumuler le volume, j'avais tout le temps mal, ça allait pas, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis passé à 4, plus une séance de cardio, c'est ce que je disais dans le podcast avec Alexis, et je me sentais beaucoup mieux. Et dans le podcast avec Alexis, j'ai dit, et là je vais commencer à remettre de la course à pied parce que toutes les périodes de ma vie où j'ai fait de la course à pied, c'est les périodes de ma vie où j'étais le plus en forme et j'ai envie de tester ça. Et donc j'ai commencé à réintroduire la course à pied, et en fait, ça s'est confirmé parce que j'ai pu augmenter mon volume de séances d'endurance, donc je suis resté à 4 séances de force, plus j'ai monté les séances d'endurance. Au début, je faisais 4 plus un ergo, ensuite je suis passé à 4 plus un ergo plus une course à pied, et ainsi de suite, et j'ai augmenté. Et puis maintenant, je suis arrivé, je fais 7 séances orientées force muscu, 3 séances de course à pied et une séance que de vélo bike erg. Tu vois, donc 4 séances cardio et 7 séances muscu. Et en fait, le fait d'avoir fait beaucoup plus de course à pied, fait beaucoup plus de cardio,
ça m'a permis de beaucoup augmenter mon volume parce que j'ai vraiment beaucoup amélioré ma récup. J'ai énormément diminué mon stress et énormément diminué toutes mes douleurs. Parce que y a plus de variété de mouvements dans mon entraînement, moins de restrictions de mobilité. Et maintenant, je peux accumuler beaucoup plus. Et comme j'ai réduit le facteur stress, comme j'ai amélioré ma capacité de travail, comme j'ai amélioré ma tolérance au mouvement, et comme j'ai amélioré mon sommeil grâce à ça, en fait, tous les autres curseurs, ils sont OK. Et mon volume a augmenté. Et comme mon volume a augmenté, ça me permet de redébloquer des nouveaux paliers. Et tu vois, je le dis à chaque fois que je viens dans un podcast ou un truc comme ça, le cardio, c'est vraiment le truc qui a été game changer pour moi, qui a complètement relancé ma progression. Ça m'a permis doser intelligemment, tu vois. Tu vois, là, j'ai une compète dans pas longtemps. Là, pour l'instant, je fais que des footings, tu vois. Je remettrai de l'intensité après et tout. Mais vraiment, ça m'a tout changé. Et maintenant, quand je cours pas, je me sens pas bien, tu vois. Tu parlais tout à l'heure de cette introspection quand tu vas courir et tout. C'est un plaisir, tu vois. Moi, je sais que je suis content. Tous les mardis, tous les jeudis, je me lève tôt le matin. Je vais courir tôt. Et derrière, je fais ma journée. Et l'après-midi, je fais mon entraînement de force. Franchement, ma journée, le mardi et le jeudi, une fois que j'ai couru, elle est géniale. Je suis productif, je suis bien. Tu vois, ça vraiment, c'est un truc que je conseille à tout le monde, réellement. Ça a changé mon truc. Ouais, mais du coup, là, c'est à mon sens, un peu un deuxième sujet. Je pense que tu as un peu répondu à côté de ma question, qui était vraiment de quelle est la différence dans tes séances pour des athlètes de force qui nous regardent, en quoi les 5 séances à l'époque te faisaient exploser versus aujourd'hui les 7, tu te sens bien. Donc je comprends la capacité de récup parce que moi je l'ai expérimenté aussi, la récup inter-séance. Depuis que je fais de la course, ça n'a rien à voir. Exactement. Pourtant, je fais pas de la force à proprement parler, mais je le sens que je suis différent. Mais est-ce que tes séances à l'époque étaient plus dures, plus longues? Est-ce que c'était une planif qui était peut-être adaptée à des mecs dopés? C'était dosé un petit peu différemment, effectivement, c'était moins polarisé. C'est-à-dire que j'avais des trucs durs un petit peu tout le temps. Là, maintenant, sur les 7 séances, j'ai pas 7 séances dures. En gros, j'ai mon lundi qui est dur, avec une grosse séance orientée volume, avec une intensité moyenne, tu vois. Des séries entre 4 et 6, entre 75 et 85%, grosso modo, tu vois. Et j'ai 2 séances, une séance bas du corps le matin, une séance haut du corps l'après-midi, et le lundi, il est quand même bien gratiné. Le mardi, il est assez tranquille, tu vois, je fais de la course le matin, et l'après-midi, j'ai une toute petite séance avec un squat tempo léger et beaucoup d'exos de prévention des blessures et tout. Tu vois, c'est une séance qui dure 1 heure, et en fait, c'est une journée qui est pas très taxante et pas très fatigante. Et pourquoi le squat l'après-midi? Pourquoi pas prioriser le squat et courir l'après-midi? Parce que déjà en termes d'organisation, je me lève le matin, je vais courir et tout, et derrière je fais ma journée de boulot et tout. Et puis dans la mesure où le squat que j'ai le mardi là, il est vraiment très léger, genre c'est un squat à 175 kg, entre 70 et 180. J'ai pas besoin d'être à 100% pour faire ça, pas du tout quoi. Donc c'est vraiment pas un problème. Et puis ça me permet de remettre du mouvement derrière et tout avec tous les exos de prévention des blessures, et justement ça me permet d'enlever des raideurs, d'enlever des choses comme ça et de bouger, donc je le garde plutôt l'après-midi. Le mercredi, journée volume avec bas du corps le matin, orienté volume pas trop lourd, un peu typé hypertrophie si on veut, et haut du corps l'après-midi, un peu typé hypertrophie aussi si on veut. Le jeudi c'est la même chose que le mardi. Course à pied le matin et petit squat léger et puis prévention des blessures. Et le vendredi, c'est ma grosse séance spécifique avec du squat lourd, du bench lourd, du deadlift lourd. Et en gros, mon lundi, mon mardi, mon jeudi, ils sont pas très taxants et ils me permettent d'arriver relativement en forme sur la séance du vendredi et là de faire de l'adaptation nerveuse et des charges vraiment lourdes sur le vendredi, quoi. Et du coup, quelqu'un parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont être un peu dans la confusion de pourquoi finalement il fait ses séances dures le vendredi. Est-ce que finalement tout ce que tu fais du lundi au jeudi te fait une espèce de mini picking? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est un peu l'idée. Et tu serais moins performant pour faire ta grosse séance lundi? Ouais, en général. Alors en plus, moi j'ai un mode de vie, tu vois, le week-end je bouge beaucoup. Il y a des compétitions, je donne des formations, etc. Donc souvent le week-end je suis pas chez moi et le lundi c'est pas nécessairement le jour où je suis le plus en forme. D'accord. Et souvent je suis plutôt en forme le vendredi. Et tu vois, ma séance le lundi c'est dur, mais c'est dur sans être méga intense, tu vois, on va pas sur du 85% et au-dessus, 90 et tout, on n'y va pas trop et ça c'est vraiment très taxant. Et si je faisais ça en début de semaine, ça serait un peu compliqué pour la suite, tu vois. Alors que là j'ai du volume et tout,
même si je suis pas à 100% en termes de forme, je peux le faire. Ça crée de la fatigue et ensuite j'ai mardi, mercredi, jeudi pour un peu en récupérer qui servent un petit peu de picking et le vendredi effectivement je me sens très très bien pour faire du très lourd, tu vois. Puis ma semaine m'a mise dans le rythme un petit peu et souvent je récupère mieux la semaine que le week-end parce que bah la semaine je suis chez moi, bon, sauf là je suis venu à Dijon mais c'est pour autre chose. Et du coup ma semaine tu vois elle est calibrée et tout, je mange bien, je dors chez moi etc. Et du coup j'arrive, je suis en forme le vendredi, je fais une grosse séance le vendredi et après le samedi juste un footing et voilà. D'accord, ok. Donc Et le dimanche off complet. Le dimanche off. Et je fais pas de séance le week-end, juste un petit footing parce que comme je suis souvent en déplacement, tu peux être n'importe où, un footing ça se fait, tu vois. Un footing entre 45 minutes et 1h15, bah tu peux le faire n'importe où, tu vois, tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tard, tu te démerdes, c'est facile à caser. Là où une séance de muscu, tu vois, avant je mettais une séance de muscu le samedi quand j'étais en déplacement, il fallait que je me fasse chier, que j'aille trouver une salle, machin, un truc, c'était mentalement c'était compliqué, tu vois, c'était contraignant. Alors que là, avec cette organisation-là, le samedi, j'ai juste à aller courir, c'est peu contraignant. Et le dimanche, je me repose. Et le lundi, je reprends ma semaine. Et il n'y a pas des fois une partie de toi, hormis l'aspect santé qui est prépondérant, on est d'accord, surtout à ton âge, il n'y a pas une partie de toi qui te dit que si tu ne courais pas, tu serais un poil plus fort, même à 2%, non. À 3%? Je pense vraiment pas parce que là, en courant, j'ai jamais été aussi fort. Tu vois, c'est-à-dire que... J'ai l'impression que t'es le seul athlète de force dans ce que je suis. Encore une fois, j'en suis pas 550. Ouais. Tu vois, je pense à, un The Panache que je suis. Je pense que lui, même un 200 mètres, il le fait pas. Ouais, mais après, alors... quand je vais dire ça, il y a beaucoup de gens qui vont me prendre pour un fou, tu vois, mais... moi, je pense vraiment que la majorité des athlètes de force ne sont pas en bonne condition physique et gagneraient à être en meilleure condition physique en faisant du cardio. Et oui, ça se confirme parce que les athlètes que je coach, tous ceux qui font un petit peu de cardio, eh ben, quand on intègre le cardio, les 2 mois, il se passe rien. À partir du 3e mois, on commence à avoir des performances qui remontent. Systématiquement, tu vois. Au bout de 2, 3, 4 mois, il y a de la diff qui se crée. Et bon, des athlètes, j'en ai quand même beaucoup, tu vois. Je l'expérimente à chaque fois et ça débloque quelque chose. Alors après, la question, c'est où placer le curseur. Peut-être que moi, le curseur, je le place un petit peu haut, effectivement. Et que peut-être qu'un peu plus bas, bah, ça serait intéressant. Après, moi, ce que je veux aussi, c'est, tu vois, je suis athlète, mais je suis aussi coach, et l'idée, c'est de le tester un petit peu sur moi pour voir quelle est la limite, tu vois, justement, jusqu'où je peux pousser le curseur et que ce soit bénéfique, tu vois. Donc, j'ai vraiment ce questionnement-là, et c'est un peu une expérimentation. Peut-être que moi, je suis un peu haut, mais par contre, je reste convaincu que faire du cardio 1 ou 2 fois par semaine, pour tous les athlètes de force sans exception, ça devrait être obligatoire. Mais alors, est-ce que par exemple, les meilleurs mondiaux hommes-femmes de la plus légère à la plus lourde des catégories font du cardio? Est-ce que tous ceux qui font premier au monde, est-ce que parmi ceux-là, il y en a qui font du cardio? Parmi ceux-là, il y en a qui font du cardio. Après, qui fait quoi, à quel volume, à quelle intensité, etc., ça je sais pas. Tu vois, après, c'est toujours pareil, t'as beaucoup de gens, ils communiquent pas forcément tout sur leur entraînement, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui met toutes mes séances, je partage toutes mes séances sans exception. Tout le monde fait pas ça, tu vois. Peut-être des gens que ça saoule d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Mais non, c'est intéressant, je pense. Et la transparence, je pense que c'est ça que moi j'aime suivre dans tes entraînements, que je pense que les gens aiment suivre dans les miens aussi, c'est... tu vois quasiment toute l'année ce que Clément a fait, quoi. Ah bah moi... Tous les jours même. Moi, je mets tout, mais si je suis blessé et que je dois faire un squat à 120 parce que je suis blessé, je le dis, tu vois. Les squats, même les jours où je fais un squat bidon à 150 ou 160 parce que c'est ce qui est dans la planif et c'est ce qui est dans le process, je le fais, je le montre. Je montre absolument tout, tu vois. Il y a vraiment, effectivement, moi, cette volonté de transparence de... je vais montrer les grosses barres et les trucs sexy, mais je vais surtout montrer tout ce qu'il y a derrière. Parce que souvent, les gens, ils voient le haut de l'iceberg, tu vois, et ils voient pas le reste. Le seul truc que je partage pas du tout, c'est tout ce qui est ma vie perso, tu vois. J'essaye de cloisonner ça, toute la partie coach-athlète, ça, je partage tout, sans exception. Par contre, tout ce qui est vie perso, je suis discret là-dessus, parce que j'estime que ça concerne pas les 10 000 personnes qui me... En plus, tu m'as dit que t'étais échangiste polyamoureux, donc c'est vrai que c'est... Ouais, putain, je t'avais dit de pas le dire. C'est terrible, quoi. Je t'avais dit de pas le dire. Alors t'as dit un truc moi qui m'intéresse beaucoup, plus que l'entraînement. Ça, son entraînement, c'est nul, on s'en fout. Non, c'est pas ça, c'est que bon, on a fait le tour, tu vois. Bien sûr qu'on a fait le tour. T'as dit quelqu'un qui s'implique autant dans la force athlétique, mais au sens large dans le sport, c'est qu'il a des gros démons et des choses à régler.
C'est vrai. Tu te souviens que tu l'as dit? Ouais, tout le J'invente monde, pas. ouais, je l'ai dit dans quel podcast ça? Tu sais C'est lequel? Tu l'as dit. Ouais, je me souviens de la phrase, un truc du genre on va pas se mentir, quelqu'un qui fait autant de trucs, Ouais. c'est qu'il a des choses à régler. Là, ça va mettre 1000 ans à l'antenne, je vais pas retrouver, mais je te le redirai après. Ouais. Du coup, c'est quoi les démons de Clément Goudin, puisque tu es dans la transparence, tu l'as dit dans tes entraînements? Est-ce que tu assumes là, devant la cam, là, c'est quoi les trucs que tu as réglés avec toi-même? C'est quoi qui fait que tu es autant dans le sport, Moi, je suis vraiment dans cette volonté, ce besoin d'être meilleur. Tu vois, de me dire que je progresse. J'ai ce besoin de progression et d'être meilleur. Et tu vois, pendant longtemps, ça a été être meilleur que les autres. Je pense que c'est beaucoup lié, tu vois, j'ai un grand frère, on a passé notre jeunesse à se comparer la ZZ, tu vois, forcément, tu vois. Ouais. Faire des concours de pompe, faire des concours de traction, faire des concours de tout, tu vois, de celui qui mange le plus de petits Suisses, tu vois, voilà. Et je pense que ça, et forcément, comme j'étais le plus jeune, que j'avais 3 ans de moins, j'en ai perdu un paquet des concours. Et je pense que ça, il y avait toujours ce besoin de... Et puis à chaque fois, je me disais, vas-y, je vais m'entraîner et la prochaine fois, je vais le battre, tu vois. Okay. Et je pense que c'est devenu un mode de vie, un mode de pensée qui fait que moi, dès que je fais un truc, j'ai besoin de le faire pour bien le faire, tu vois. Là, tout à l'heure, on va jouer au bowling ou je sais pas quoi. Je vais vouloir te battre. Mais je vais vouloir... Et maintenant, ça a évolué vers, ok, peut-être pas forcément battre les autres, mais au moins me battre moi et devenir meilleur. C'est-à-dire que je vais jouer au bowling en essayant d'être meilleur, tu vois. Et j'ai ce besoin de toujours progresser, de toujours ça. Et ouais, je pense que c'est une façon de créer de la confiance en soi, tu vois. Je dirais pas que c'est un manque de confiance en soi, parce que je pense que plus jeune, j'avais un manque de confiance en moi, tu vois. Maintenant, j'ai réussi à faire des choses aussi bien sportivement et professionnellement dans ma vie perso et tout, c'est qui te rassure un petit peu sur cet aspect confiance, tu vois. Mais je pense que tout part de là. Et maintenant, c'est devenu une façon de faire, une façon de penser, tu vois, de me dire comment je peux faire pour progresser et devenir meilleur, tu vois. Donc finalement, la jeunesse, c'est quoi? C'est un peu ton frère de Ouais. rester au-dessus de ton frère finalement? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses liées à ça, tu vois. Puis moi, je suis le plus jeune de ma famille, de tous, tu vois. Donc j'ai des cousins, des cousines et tout, mais moi, j'étais le plus jeune. Et j'ai toujours, entre guillemets, plus jeune, un peu souffert d'être moins... bon, je mets des guillemets à souffert, mais d'être pas le plus famous, tu vois. Et je pense que j'ai eu ce besoin peut-être de faire un peu plus de choses pour pouvoir le devenir. Et du coup, c'est ça qui m'a poussé à essayer, je dis pas que j'ai réussi, mais à essayer d'exceller dans tout ce que j'ai entrepris, tu vois. Et sportivement, sur la force athlétique, ça s'est quand même plutôt bien passé, tu vois. On n'en a pas parlé, tu vois, mais sur le billard, je m'occupe de l'équipe de France et je suis entraîneur de l'équipe de France. J'ai gagné des titres européens et mondiaux avec les gens que j'entraîne au billard. Il y a une petite que j'ai formée, c'est la meilleure joueuse du monde actuellement sur le billard anglais. Tu vois, il y a tous ces trucs-là. Je pense que j'avais ce besoin de réussir ces choses-là, et je pense que c'est ça qui m'a poussé à être meilleur. Et puis maintenant, je le fais plus pour ça, mais je le fais parce que c'est intrinsèque à moi et que je m'épanouis en devenant meilleur et en essayant de pousser le curseur vers être meilleur, tu vois. Et là maintenant, l'âge avance, tu sais que c'est moins via le sport, même si je pense que j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire et que je peux encore faire des choses et que j'ai encore des défis sportifs qui m'attendent et tout, mais aussi via le professionnel, tu vois, faire évoluer ma société. C'est aussi pour ça que je me suis associé avec Alex, qu'on a créé une société ensemble. C'est maintenant pour essayer de la faire grossir, la faire grandir et proposer quelque chose de plus grand et de plus fort et de plus beau à nos athlètes, et de développer quelque chose, etc. Tu vois, il y a vraiment ce besoin de développement. Du coup, c'est un sujet qui est... j'allais le prendre sur le ton un peu potache, mais au final, au niveau confiance en soi, etc. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière d'athlète de force où tu as considéré passer du côté obscur et te doper? Franchement, non. Alors bon, tout le monde tu sais, des fois tu te dis, t'es blessé, tu te dis, ça serait quand même vachement plus facile si je faisais comme tous ces gars-là, mais tu vois, cette pensée-là, elle dure 3 secondes, quoi. Et pour moi, tu vois, toute cette compétition, tout de suite, je t'ai dit, je l'ai retournée vers moi. Et moi, ce que je veux, c'est
voir ce que je suis capable de faire, moi, Clément Goudin, avec mes ressources. Et si tu vois, c'est moi contre moi en fait. Et si je me dopais en fait, bon, c'est pas tellement mentir aux autres, c'est aussi me mentir à moi-même. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est faire 800 de total. Faire 800 de total en 93, c'est ce que je veux, c'est mon objectif en termes de force. Quand je dis ça au grand mec de Rudy Koya, il se fout de ma gueule, il dit tu y arriveras jamais. On a un joli pari en cours d'ailleurs là-dessus, donc Rudy il va... Avec de l'oseille? Avec un resto qui coûte très cher. Ok. Avec un resto qui coûte très très cher. Et mais bon, il va raquer, hein. Il va passer à la caisse. Rudy, tu vas passer à la caisse. Rudy, tu vas passer à la caisse. Et ça va lui faire mal. Ok, ça va lui faire mal, ouais. Moi, ce que je veux, c'est faire 800 de total, tu vois. Mais je veux pas le faire pour les autres, parce que maintenant, faire 800 de total, en vrai, je pense que là, dans le podcast avec Alexis, justement, il y a 2 ans, c'était juste après les France 2023, et j'ai dit, en 93 aux France 2025, le top 8 sera à 800. C'est ce que j'ai dit dans le podcast, et je suis sûr que là, aux France 2025, avec 800, tu feras entre 7e et 9e. C'est sûr. Donc, c'est même pas la place, en fait, je m'en fous, parce que maintenant, j'ai fait le deuil de ça. C'est-à-dire qu'avant, je voulais faire peut-être des championnats d'Europe, des trucs comme ça. Maintenant, c'est fini, je suis pas assez bon, tu vois. C'est comme ça, c'est pas grave, le niveau a augmenté, les autres sont meilleurs, c'est pas un souci. Mais par contre, moi, ce que je veux, c'est réussir à faire 800. Tu vois, je me dis, vas-y, si j'arrive à faire 800 de total en 93, j'aurais fait ce que j'avais à faire dans ce milieu de la force athlétique. Et si je le faisais en me chargeant, quelle valeur ça a? Rien. C'est de la merde. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Et en plus, en 2019, tu vois, j'ai été champion de France, mais le jour J, je suis 2e. Parce que y a un gars qui était là, un dopé notoire, qui a fait la compète, qui m'a battu d'une 50aine de kilos, qui était chargé comme un mulet, il s'est fait contrôler et il a perdu son titre. J'ai récupéré d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, c'était 1 an après, la médaille, je l'ai reçue par la poste. Donc j'ai reçu ma médaille d'or de champion de France. Elle n'a pas la même valeur, j'imagine. Aucune valeur. Ouais. Pour moi, ce moment-là, je me le suis fait voler. C'était mon moment, tu vois. J'avais fait la compète de ma vie, et même aujourd'hui, en termes de plaisir, de progression, de tout ça, cette compète, elle était incroyable, tu vois. C'est un souvenir qui est magnifique. Et je me suis fait voler l'aboutissement de cette compète et la première place par un tricheur et un voleur. Est-ce qu'en ayant vécu ça, je peux faire ça à quelqu'un? Franchement, non. Et ça, tu vois, tu parlais du judo et tout. Moi, j'ai toujours eu, pour moi, j'ai des valeurs qui sont sportives. T'as des gens qui viennent de la muscu. Dans la muscu, c'est entre guillemets mainstream parfois de se doper et tout. T'as beaucoup de gens, tu discutes avec eux, même des mecs qui sont C'est même un peu tendance aujourd'hui. Je vois des jeunes, je vois des vlogs passer sur YouTube. Ouais, ça me rend Les fou. mecs, ils racontent leur cycle, ils ont 19 ans. Ça me rend fou. Franchement, ça me rend fou quand je vois des trucs comme ça. Il y a une démocratisation du dopage. T'as des gens, ils ont rien tiré de leur potentiel naturel. Ouais, c'est ça le problème déjà. Tu vois, t'as 30 ans, ça fait 15 ans que t'es dans le milieu, tu t'entraînes, machin et tout, t'as envie de te charger, écoute, vas-y, fais ce que tu veux. Ouais. Mais quand je vois des gamins de 16, 17, 18 ans qui commencent à se charger et tout pour rien, pour un tour de bras, ça me rend fou en fait. Parce que vous allez vous détruisez la santé pour rien. Mais à la limite, quand tu viens du body, si tu veux, c'est un peu mainstream et tout, de se dire, vas-y, c'est normal de se doper et tout. Surtout dans d'autres pays, tu vois, aux États-Unis ou autres. Moi, je viens du judo. J'ai un état d'esprit sportif, entre guillemets, j'ai une vision sportive de la musculation. J'ai pas une vision gonflette de la musculation, j'ai une vision sportive de la musculation. Et dans cette vision sportive de la musculation, ça inclut pas le dopage. Voilà, tu mens aux autres, tu te mens à toi-même, tu te niques la santé, il n'y a rien qui va, tu vois. Pour moi, le dopage, ça a de sens quand tu fais une TRT à 70 ans pour mieux vieillir, tu vois. Là, à la limite, on discute. Mais en dehors de ça, ça n'a pas de sens, à mon sens, à moi. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a un aspect qui, du coup, n'est pas l'aspect éthique, mais qui est l'aspect, quand on est peut-être dans un sport comme toi, le sport de force, au final, d'aller au bout des choses. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gars que tu admires. Des fois, je vois même des likes passer sur des publis de ta part sur des athlètes de force. C'est des mecs qui sont dopés, on le sait, tu vois, des gars qui ont des squats à 3,50. Ouais, c'est rare parce que Comment il s'appelle un américain là, qui est ultra fort là, à un moment donné, tout le monde dit que c'est le plus fort des power là. Les gros dopés, je les suis pas trop sur Instagram en général. Ouais. En général, Mais il y en a un que tu suis, je sais, parce que un blanc qui a un squat barreau qui est pas très beau, mais. John Hack. Voilà. Ouais, John Hack, tu dois pas me voir liker souvent quand même. J'ai vu un like passer il y a pas longtemps, sincèrement. Mais c'est pas un reproche, hein, parce que moi je. Non, mais alors, tu vois, parce que. Est-ce que en fait, tu vois, des Klokov, des Koklaïev, des Konstantinov à l'époque, tu te souviens, tu vois, des mecs qui avaient bien sûr, mais je les suivais. Mais alors, tu vois, ces mecs-là. Est-ce qu'ils t'ont pas inspiré? Ah, ben bien sûr que si, Dan Green et tout, ils m'ont inspiré, mais maintenant, ces mecs-là, ils m'ont énormément inspiré, c'est vrai.
Dan Green, Klokov, Kloklaev, évidemment. Klokov, je pense que comme toi, j'en ai regardé 1 million des vidéos de Klokov, tu vois. 7 millions. 7 millions, mon gars. Le snatch grip, J'étais là, pas loin de la masturbation, moi, en regardant les vidéos, mon gars. Ouais, tu sais, la vidéo où il fait du press snatch grip. Torse nu à 150 torse dans nu, le haut, ah, là. Oh là là. Ouais, celle-là, je l'ai Incroyable, vue 20 fois. incroyable. Bref, Tu mettras une emoji aubergine et rainbow sur le... évidemment qu'ils m'ont inspiré. Ouais. Mais maintenant, je suis un peu passé à autre chose. Et tous ces mecs-là, par contre, ils ont disparu de la circulation. Tu Ouais, vois. mais parce qu'ils ont 40 ans déjà. Ouais, mais bien sûr, mais les mecs dopés, souvent, c'est des étoiles filantes, tu les vois pas pour longtemps. Et John Hack, je l'ai beaucoup suivi quand il était en IPF. Alors, ça veut pas dire qu'il était forcément naturel, mais disons qu'en IPF, le doute était permis. Hein, je vais mettre des guillemets, même s'il n'y a pas forcément de doute, mais ouais, on est d'accord. Mais honnêtement, je sais même pas si je le suis encore, mais des gens dopés, j'en regarde aucun et j'en suis quasiment aucun parce que ça me fait plus rêver. Effectivement, ça m'a inspiré à un moment donné, mais ça me fait plus rêver. On parlait de Nick Baer, tu vois. Est-ce qu'il est dopé, est-ce qu'il est pas dopé et tout, bon. Bah, donne ton avis. Il y a peu de chances qu'il soit naturel. Donc il est dopé. Je pense qu'il est dopé. Après, voilà. Mais lui, à la limite, tu vois, je regarde ses vidéos, mais avec un recul que peut-être j'avais pas avant, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, quand je voyais Klokov faire son snatch grip, là, j'étais gamin, je me disais, putain, je joue le même dos. Ouais. Sauf qu'en fait, bah non, la vérité, c'est que, frère, t'auras jamais le même dos si tu fais pas la même Bah, chose. t'auras jamais le même dos plus la même perf en presse en fait. Tu Ah vois. bah non, mais c'est... Le voilà, même c'est- dos, tu peux te le construire avec en faisant du body. Ouais, mais bon. Et encore. Et Moi, encore. pour le côtoyer un peu, il est monstrueux. Ah ouais, Et non, encore, bien sûr, il est pas du tout comme. Il est pas humain. Et oui, parce qu'à une époque, il faisait 110 kilos. Oui, il faisait 110 kilos à 9% de body fat, Quoi. quoi. Dans 1m80. Ouais. 80, non, il fait ta taille, hein. Ouais, fait quoi? Bah, je Il suis fait 1m83. 1m82, 83. Je Hein. fais 83. Ah, non. 82 avec les squats, je me suis peut-être tassé un peu. Surtout Mais- les squats barbasses, quoi. Ouais. Et bah non, ça tasse pas le haut de la colonne, ça tasse comme Ouais, mais à force d'être voûté, tu deviens une grand-mère après. Et Tu vois, le strongman. ouais, alors le strongman, tu vois. Les World Strongest Man, ils sont tous chargés, Bien mais on se sûr. pose pas la question. Mais ouais, mais alors, c'est du show. Kudzianowski, est-ce qu'il te faisait pas rêver à sa bah grande si, époque? bien sûr. Mais tu vois, il y a 10, 15, 20 ans, je les regardais ces mecs-là, mais j'avais pas cet œil critique. Maintenant, j'ai l'œil critique, tu vois, c'est différent. C'est-à-dire que ma pratique a évolué, moi j'ai évolué, j'ai vieilli, j'ai mûri. Je vois pas les choses de la même manière, tu vois. Et là, quand je vois des mecs qui ont... Puis même Kudzianowski, bah, c'était un athlète monstrueux. Il s'est chargé, il est devenu encore plus monstrueux, tu vois. Là, maintenant, t'as des mecs, un mec comme Larry Wills, tu parlais de Larry Wills, pour moi, Larry Wills, bon, ok, c'est un athlète, il est très fort, mais c'est une fraude. Le mec, il a commencé à charger à quel âge? À 14 ans, 15 ans? Bon, ben voilà. À quel âge il va mourir? Après, tous les gars chargés font pas des développés assis haltères à 80 kg par main. Bien sûr, Tu vois. mais alors, je dis pas qu'il est pas stratosphérique et tout, mais il est stratosphérique dans une tranche qui m'intéresse pas. Parce que, pour moi, bah... ça se voit, et je sais que c'est de la triche, et je sais que forcément, si à 14 ans on avait tous commencé à s'entraîner en s'en mettant plein le cul et en mettant en jeu totalement notre santé et en se foutant de la gueule du monde, bah sans doute que on aurait eu plus de chances de faire du développé assis à 80 par mois, tu vois. Je dis pas qu'on aurait réussi, probablement que non d'ailleurs, mais on aurait quand même eu plus de chances. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Larry Wills, s'il avait jamais rien pris, je sais pas quel âge il a aujourd'hui, 27 ans alors qu'il en paraît à 40, mais est-ce qu'à 27-28 ans, il aurait eu... Quel perf il aurait en fait, si c'était jamais chargé? Ça se trouve, il aurait des perfs lambda, tu vois. Un mec comme Dan Green, moi j'ai été choqué quand j'ai vu des photos de lui avant qu'il charge. Il avait un corps lambda, ses performances elles étaient rincées, il s'est mis à charger et est devenu stratosphérique. Et après, bah effectivement, il a inspiré beaucoup de gens et tout, mais Après, de tout le base, monde répond pas de la même manière à la chimie bien aussi. sûr, tu vois. oui, bien sûr. Mais tu vois, moi je suis très critique envers le dopage. Mais ça m'empêche pas de penser que Mike Tyson, c'était un athlète exceptionnel, que Lance Armstrong, c'est un précurseur dans le vélo et qu'il a montré des choses incroyables. Et j'étais un grand fan de Lance Armstrong quand j'étais gosse, tu vois, quand je regardais le Tour de France. Et plein d'autres athlètes de ce genre-là, tu vois. C'est-à-dire que... On dit même que des Cristiano Ronaldo, ils prennent des peptides, des trucs qui sont le dopage 2.0 finalement, tu vois. Mais est-ce que... Alors après, c'est toujours pareil.
quand tu vois que tu as des gens qui sont prêts à se charger dans un sport comme la force athlétique où il n'y a pas grand chose à gagner, alors maintenant il y a un peu à gagner avec les à côté. Tu vois, tu peux créer ta marque, tu peux machin, tu peux faire du coaching. Tu vois, il y a un business qui est en Si jeu. via tes pertes, tu prends 400 000 abonnés sur Insta, il y a à gagner. Exactement, il y a à gagner. Mais il y a 10 ans, il n'y avait rien à gagner. Non, rien. Et pour autant, tu avais un paquet de mecs qui Un chargeaient peu la doué gueule dégueulasse, Vader. comme des porcs, tu vois. Louis Simons, tu parlais de Louis Simons au début du podcast, il disait si tu n'es pas prêt à mettre ta vie en jeu pour ce sport, c'est que tu n'es pas fait pour ce sport. Ça, c'est ce que disait Louis Simons, c'était sa philosophie. C'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec toute la philosophie de Louis Simons, mais les mecs, ils étaient tous chargés comme des porte-avions et c'était la course à l'échalote. Et à mon avis, tu vois, ils ne devaient pas y aller doucement sur ce qu'ils prenaient, aussi bien en termes de quantité que de qualité. Mais tous les mecs qui font office de figure de proue dans notre domaine, à savoir un peu plus au sens charge de la prépa physique, Thibaudot, Poliquin, je pense même De Franco, que moi j'aime beaucoup parce qu'il est très axé prépa physique, sport nord-américain et tout. Ça se voit, alors De Franco, je crois qu'il l'a jamais dit. Thibaudot, il l'a dit, il a fait un podcast récemment avec Aurélien Broussal, là je l'ai pas écouté, mais j'ai vu les titres, les stéros m'ont flingué les reins, j'ai une insuffisance rénale grade 6, etc. Donc, Poliquin, c'est le dopage aussi, je pense qu'il est mort du dopage. Au final, tous les gars qui sont encore cités comme référence, plus tous les gars qui nous ont mis des étoiles dans les yeux il y a 15 ans, c'était les mêmes gars visiblement, au final c'est tous des dopés. Et est-ce que si à un moment donné ces gens-là n'avaient pas existé, et donc du coup... ça en serait d'autres peut-être, qui nous auraient mis des étoiles dans les yeux. D'autres dopés ou dopés ou pas. Bah non, parce qu'il y en avait déjà à l'époque des gens. Bien sûr. Il y en avait moins. Mais tu vois, Poliquin, on le connaît pour ses travaux, on le connaît pas pour ses performances. Tu vois, alors peut-être que... Ouais, il est connu pour son tour de bras à 50 et ses trucs. Mais quand même beaucoup... Alors sans doute que ses performances ont crédibilisé ses travaux. C'est ça. Ça, c'est une certitude. Mike Tucherer, qui a... Aujourd'hui, l'entraînement de force moderne, il est beaucoup issu, ou à 80% issu de Mike Tucherer, de Reactive Training System. Et lui-même, ce qu'il a fait, c'est issu des travaux de Louis Simons, tu vois. Et lui-même, ses travaux, c'est issu de Zatorsky, tu vois. On est tous le descendant de quelqu'un. Mais un gars comme Zatorsky, à l'époque où il exerçait, c'était la période soviétique. Ah bah oui. Tous ces athlètes étaient chargés. Bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais, mais est-ce que c'est pour autant que c'est ce qu'il faut prôner, tu vois? Non, mais vraiment, c'est pas du tout là que je veux orienter le débat, en fait. C'est juste, tu vois, comment il s'appelle l'altéro, là, qui est ultra populaire, Carlos Nazar, je crois, qui a un physique de fou, qui bat les records du monde à chaque championnat. Oui. Ouais, mais pour moi, ça, c'est des fraudes. Tu vois, un mec comme Lachat Alazadeh, c'est une honte. Lachat Alazadeh, il se fait gauler au dopage quand il a 16, 17, 18 ans, qu'il est jeune. Bon, très bien. Il prend plus 2 ans ou 4 ans de suspension, j'en sais rien. Il revient, il est plus fort que jamais, il bat tous les records du monde, tout le monde l'applaudit. C'est une honte. Moi, le jour où j'ai pris conscience que l'altéro et le dopage, c'était imbriqué et que c'était complètement noyauté et tout, il y avait un championnat du monde. T'as un Chinois, je crois que c'est pas Liu Xiaojun, c'est le 66 qui était en dessous, je sais plus comment il s'appelle. Il revient de sanction, il bat le record du monde à l'arraché, à l'épaule jetée au total. Et là, il y a le président de la fédération internationale qui arrive, c'est sa première compète retour de suspension qui arrive et qui le félicite, qui le prend dans ses bras et tout. J'ai dit vas-y, c'est tous des fils de pute. Tu vois ? Ouais. Je me suis dit vas-y, c'est tous des menteurs, c'est tous des enculés en fait. Et ça, moi, c'est ce qui me dégoûte dans le sport. Ça, j'aime pas ça. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils viennent prendre la place aux autres. Tu vois, t'as des Français qui sont ultra forts. Des mecs comme Rodon Manouchi et tout, qui ont jamais pu percer au plus haut niveau. Pourquoi ? Parce que t'as des Bulgares, parce que t'as des Chinois, parce que t'as des machins, où tout est noyauté par le dopage. Et en fait, ça, ces gens-là, moi je me suis fait voler par un dopé, je sais ce que c'est. Et en vrai, cette injustice-là, elle est affreuse. Et tu vois, je te disais, on disait être fort n'est pas une option, c'est ce qui t'arrive et tout. Moi, je sais que mentalement, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal de m'être fait voler ce moment-là. Et je sais que derrière, j'ai eu un creux en termes de performance pour ça et puis pour d'autres raisons, mais ça a eu un gros impact quand même sur... ça m'a fait perdre un petit peu le sens de ce que je faisais, parce que dans ma tête je me disais vas-y, je m'entraîne fort pour être meilleur et pour gagner, et là je me suis dit mais en fait ça se trouve à tout moment je peux me faire voler par un mec qui m'a enculé et moi j'ai pas les armes pour faire mieux, parce que moi je veux pas faire ça, moi je veux pas devenir un enculé de tricheur, mais par contre à tout moment il y a un enculé de tricheur qui peut me voler ma place, et à partir de là je peux pas cautionner le dopage même un peu et tout, et c'est aussi à partir de ce moment-là où je me suis mis à regarder tous ces mecs-là que tu dis qui nous faisaient rêver d'un œil nouveau en me disant... Est-ce qu'avec Jason Khalipa, Dan Bailey, ils étaient pas dopés à l'époque ? Mais bien sûr que si, Ouais, mais du coup, mais eux, ils m'ont jamais fait rêver, Khalipa et Bailey. Non,
Moi, j'ai toujours bien Enfin, aimé moi, un non, Calipa. Ouais, non, mais tu vois, c'est des. Rob Orlando. Ouais, mais c'est des gars à l'américaine, un peu balèzes et tout, qui prennent un truc un peu bien, tu vois. Mais en encore fait, fois, dans 10 ans, ils sont finis. On a mentionné tous les sports de force là qui existent. L'haltéro, le crossfit, on peut l'inclure dans ce monde-là. Oui, il y a force du dopage, bien sûr. Mais regarde, tu parlais de Cristiano Ronaldo. Non, mais tous les gens qu'on mentionne, c'est les gens qui méritent d'être mentionnés parce qu'ils ont gagné des choses. Ils sont tous dopés. Est-ce qu'on a mentionné un gars qui a gagné et qui est pas dopé? Pour moi, un mec comme Gustav Edlund, par exemple, en force athlétique. Déjà, je sais pas qui c'est. Voilà, mais tu sais pas qui c'est. C'est un mec qui, en 93, fait 917 de total. En 93, un Suédois. Donc, Takate. Makate, 917 de total. Donc là, on parle d'un squat à plus de 300, d'un bench à 220, 230 et d'un soulevé de terre à 350. D'accord? Lui, je suis convaincu qu'il est naturel. J'ai aucun doute. Tu vois, Nicolas Perrault, qui est en moins de 120, qui fait plus de 900 de total et tout, qui est un Français, je suis convaincu qu'il est naturel. Sa sœur, Clara Perrault, je suis convaincu qu'elle est naturelle. Et pour autant, elle fait 550, elle fait 245 au terre, tu vois. C'est des gens, je suis convaincu qu'ils sont naturels. Sur la base de quoi? Parce que toi qui as une approche qui est nourrie d'expérience, très carrée, comme tu l'as dit, tu fais les choses très bien, religieusement, ta vie tourne autour de ça. Comment t'expliques qu'un gars qui fait ton poids le jour de la compète, enfin en tout cas le jour de la pesée, peut bencher 40 kilos de plus que toi? C'est 40. Ouais, pas mais... 5, pas 8, 40. Tu sais, tu m'as demandé quel niveau j'avais au judo. Moi, j'étais un petit judoka régional. Non, mais, non, mais si. Le judoka, il y a le judoka, il y a la technique, il y a l'aspect psychologique. Mais voilà, mais dans la force, c'est pareil. Non, ta technique, elle est optime. Ouais, mais tu vois, à votre niveau, vous avez tous le même bench. T'as les leviers. Ah oui, t'as les leviers, d'accord. T'as plein de choses qui jouent. Et t'as beaucoup de mecs qui sont naturellement meilleurs. Qu'est-ce qui fait que moi, la première fois que j'ai fait du développé couché, j'ai fait mon poids de corps, alors que t'as des mecs, ils mettent 3 ans d'entraînement à faire leur poids de corps? C'est le judo. Je le sais, j'allais te poser la question rigolant. À quel âge t'as benché 100 pour la première fois? Au bout de 6 mois de muscu à 19 ans. Non, pas avant 19 ans, on rigole. Tu faisais pas de la muscu, toi, à 16 ans et tout? Non, je faisais des pompes, des tractions, des trucs comme ça dans ma chambre. Je crois que moi j'ai benché 100 à 15 ou 16 ans. Hein. Ah non, moi par contre, non. Bah non, parce que je faisais pas de bench. Moi, la première fois que j'ai fait du bench, j'y suis allé une fois avec un pote, genre je devais avoir 16 ans ou 17 ans. On a fait des séries comme ça, et à l'époque, j'avais dû faire des séries à 50 kilos. Ok. Ensuite, j'en ai pas fait pendant je sais pas combien de temps, et j'ai commencé à 18 ans et quelques. Juste avant mes 19 ans, j'ai commencé à vraiment aller en salle de musculation et à m'entraîner et tout. Et je faisais 68 kilos et j'avais fait, à l'époque, j'avais fait un max, j'avais fait 75. La toute première fois, c'était la deuxième fois que je benchais du coup, de ma vie. Et après, en 6-8 mois de muscu, j'ai fait 100 kilos. Sans une planif je faisais du bench niveau, 2 fois par semaine et format linéaire, 6 x 6 c'est linéaire. Ouais. Et de temps en temps, je testais mon max quand je me sentais bien. Parce que bon, fallait bien être un peu débile. Ouais. mais ouais, c'est sûr, c'est monté facilement. Mais toi, t'as des mecs qui commencent à 14 ans, tu vois. Ces mecs-là, forcément, ils se créent pas à la même base et même ils commencent avant, tu vois. Et ils sont peut-être plus doués, ils sont peut-être plus plein de choses, tu vois. Et quand tu vois, t'as les taux hormonaux qui sont optimisés, mais sur la base de quoi? Des mecs chargés à Dubaï, t'en vois tous les jours. Sur la base de quoi? Un mec chargé. À Binous, quand je fais à Binous, je vois que ça. Voilà. C'est-à-dire que, mais sauf que, bon, tu le vois, mais comme je le dis des fois en story, ça se voit. Ils sont même tous si rincés. je suis le plus maigre de la salle, ils sont tous rincés, bien sûr. Mais parce qu'ils s'entraînent pas dur. Il n'y en dur. a pas un qui me teste au global sur mes perfs, tu vois. Mais parce qu'ils s'entraînent pas dur. Oui, mais on parle de mecs qui ont des gabarits, mon gars, même des meufs, tu serais choqué. Mais ils sont pleins d'insuline et ils s'entraînent pas dur, tu vois. Ils gonflent. Ils savent pas ce que c'est que de se faire mal à l'entraînement. Non, mais bien sûr. Non, mais alors, je suis le premier à dire que le dopage ne veut pas dire performance, mais quand tu as la science de l'entraînement, l'expérience que tu as, ou que le gars dont tu viens de me parler là, ce qui va, à mon avis, à mon sens, boucher le gap au bout d'un moment, c'est le dopage, tu vois. Ouais, mais tu vois, pour moi. Dans un sport où c'est un sport de force, à l'instant T, pousser une barre, tu vois. Ouais, il y a un moment donné. Tu vois, à la dernière compète, il s'est fait battre au poids de corps par un Bulgare qui a fait le même total que lui. Lui, le Bulgare, par contre, je suis convaincu qu'il est dopé. Tu vois. Mais pour autant, ils font la même chose. Et tu vois, je pense vraiment que ce gars-là, ce dog, Gustav Edlund, je suis convaincu qu'il est naturel. Parce que quand tu le vois, physiquement, tu vois sa gueule, tu le vois torse nu et tout. Tu sais, il y a plein de marqueurs physiques et tout. Les mecs qui sont chargés, il y a plein de marques, on les connaît, tu vois. Il y a plein de marqueurs qu'on reconnaît, tu vois. La forme des épaules, le visage qui se déforme, machin et tout. Le mec, il n'y a rien. Tu le vois s'entraîner, il poste tout de manière régulière. L'entraînement, il est bien fait, bien calibré. T'as jamais des oscillations, des machins comme ça où je fais une barre de ouf et derrière, je fais moins 20 à la compète. Tu vois, tout est régulier, tout est calibré et tout. Et en vrai, moi, je suis convaincu que ce mec-là, il est naturel. Il est très doué, mais il est naturel. Ça, j'en suis convaincu.
Et je pense qu'il y en a plein des comme ça. Mais par contre, ils se font effectivement occulter par tous les mecs que tu as pu citer, qui eux sont des enculés, trichent, mentent et se foutent de la gueule du monde. Tu veux te charger, tu fais ce que tu veux, mais par contre, viens pas dans une fédé de mecs non chargés, etc. etc. tu vois. Et un The Panache par exemple, qui a quasiment le même total que toi. Oh non, il a pas le total. Il est pas à 760 je crois. Ouais, attends, Pana, son meilleur total en compète, ça doit être 700, je crois, un truc comme ça. Ouais, d'accord, mais il est en moins de 66. Ouais, mais est-ce que tu fais le 1 mais Pana, il est extrêmement fort. Mais il est extrêmement fort, c'est un super athlète. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Moi, je pense pas qu'il soit chargé. Parce que je sais qu'à un moment donné, il partageait souvent des stories de gens qui lui... Ouais, qui l'accusent, ouais, mais même tu vois, il fait des développés haltères à 70 par main. Ouais, mais gros, moi j'ai déjà vu des gens se charger et pas faire 10 à 100 au coucher, tu vois. Mais ça, mais j'en connais, je t'en cite 15 là, des gens comme ça. Va expliquer à ce mec qui se charge pour faire 8 à 100 au coucher que toi, tu fais 190 au bench en état naturel. Il va pas te croire. Pourquoi il va pas te croire? Il va se dire, vas-y, si lui il fait ça sans se charger alors que moi je suis obligé de me charger pour faire ça, c'est vraiment que je suis une merde. Donc le mec, qu'est-ce qu'il dit pour se protéger? Il se dit, ah non, mais il est chargé, c'est bon. Non, mais ça c'est les idiots parce que... Voilà, oui, mais non, mais là on donc... parle de gens qui savent ce que c'est que l'entraînement. Mais voilà, mais même dans les gens qui savent ce que c'est que l'entraînement, des rageux, il y en a plein. Des mecs qui se font rouler dessus, des mecs qui étaient au top. Tu vois, moi j'ai été le meilleur dans ma caté, j'ai été champion de France, et maintenant je fais péniblement top 8. Ah, tu vois, je pourrais me dire, vas-y, c'est tous des dopés. Non, parce que ça s'explique avec l'âge, ça s'explique avec plein de choses, tu vois. Mais tous ces trucs-là, bah, tu peux comment dire, il y a deux manières de l'aborder. C'est soit tu te dis, vas-y, c'est tous des tricheurs, soit tu te dis, bah, ils sont meilleurs que moi, il faut que je travaille plus, il faut que je travaille mieux, etc. Tu vois. Mais pour moi, il y a une majorité d'athlètes qui sont naturels, en FF Force, tu vois, j'en suis convaincu. Il y a des athlètes qui sont dopés, j'en suis aussi convaincu. Il y en a 2, 3, même un peu plus. J'ai de gros soupçons, tu vois. Bon, on va pas balancer des noms comme ça, c'est pas l'objectif. Hein. Non, puis il nous reste pas longtemps, donc on va pas parler des autres. C'est pas intéressant, tu vois. Mais voilà, je pense quand même qu'il y a une très grande majorité qui sont athlètes et qui sont naturels et que naturellement, tu peux faire de super choses et avoir de super performances sans avoir besoin de devenir un enculé de tricheur. Ça, j'en suis convaincu. Les gens qui disent que le bench ponté, c'est pas du vrai bench, combien tu benches toi, à plat, vraiment en technique go muscu, tu t'allonges dos plat sur un banc? J'en sais rien. Bah déjà, il y a de grandes chances que mon épaule elle saute, hein, qu'elle aime pas ça. Ouais. En vrai, j'en sais rien du tout. Je sais pas, franchement. 160 Ouais, je pense un peu plus quand même, mais je saurais pas te dire. Et puis... Sachant que tu rajouterais la moitié du trajet finalement. Ouais, mais le pontage... oui, c'est sûr, il y a plus de trajets et tout, mais après le pontage, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si je m'entraînais à faire que ça et que je devenais spécialiste dans le à plat, bah le gap diminuerait, tu vois. C'est comme si tu me disais combien tu fais en squat bar haute. Bah, du squat bar haute, j'en fais une fois dans la semaine en série très légère à 150, tu vois. Si je montais et que je cherchais à performer dessus et tout, le gap il réduirait entre mon bar haute et mon bar basse, tu vois. Donc honnêtement, je sais pas. Après là, ils ont modifié la règle. Il y en a très peu qui ont perdu des kilos, tu vois, à part ceux qui avaient vraiment des courses comme ça et des pontages abusifs. Mais sinon, la plupart, ils ont rebenché à nouveau leurs anciens max, ça n'a rien changé, tu vois. C'est juste que tu as eu 1 an, 2 ans de temps d'adaptation et maintenant, ça change rien, quoi. Je pense que le podcast, il va donner aux gens envie de te contacter pour que tu les coaches. Ouais. Non, mais en tout, parce que vraiment, bon, c'est la première fois qu'on se rencontre, comme on l'a dit. Et vraiment, t'es plein de science, je trouve. Et du coup, les gens, là, si tu prends encore des gens en coaching, comment ça marche? Ouais, bien sûr. Hein. Sur quoi les gens ils doivent te contacter? Bah, soit ils me contactent moi directement sur Instagram, soit. Tu prends les nudes, ça marche ou pas? Alors, t'as dit que j'étais quoi, polyamour échangiste. Polyamour échangiste. Bon, voilà. Comment elle s'appelle ta copine, ta femme? Laura. Laura, si tu me regardes, désolé. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Les nudes, ça t'a mis dedans. Hein. On voit que t'es déstabilisé là. Bah oui, j'imagine déjà ce que je vais recevoir. Non, tu viens de te souvenir de tous ceux que t'as reçus. Attends, vas-y. Mais c'est exactement ça ce que j'allais te dire. En vrai, des fois, t'en reçois. Alors ça fait longtemps, tu vois, c'est là où je vois que j'ai vieilli. Moi aussi. À une époque, moi je suis rincé maintenant, je reçois plus. À une époque, je recevais des gars qui m'envoyaient leur bite en photo, qui disaient qu'est-ce que t'en penses et tout. Comme ça, voilà. Alors tu sais, je recevais pas beaucoup, mais le peu que je recevais, tu vois, je me disais, vas-y, mais les meufs qui sont fraîches et combien il y a de timbrés qui doivent leur envoyer des trucs comme ça, tu vois. Tu sais, les meufs qui ont, je sais pas moi, 1 million d'abonnés ou des trucs comme ça. Ah bah, et encore, je parle même pas des meufs qui ont des comptes un peu orientés là-dessus, tu vois, du mime, OnlyFans, des trucs comme ça. Elles doivent en recevoir 10 par jour, tu vois. Ça doit être l'enfer en vrai. Et maintenant, bah, on est vieux, on est rincé, et j'en reçois plus. Non, c'est fini. C'est fini. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça aussi.
Donc ouais, les gens ils peuvent te contacter, Clément Goudin, c'est ça? Ouais, sur Instagram, mon Instagram c'est LTGD1, je pense que tu le mettras. Ouais, bien sûr, dans la description de la vidéo, évidemment. Sur le Instagram de Smart Power System, donc qui est notre groupe de coaching, et on a un site internet, donc smart-power-system.fr. Donc vous pouvez nous envoyer une demande de coaching là-dessus. Oui, je prends toujours des nouveaux clients si les gens sont... C'est des suivis quoi? Mensuels, trimestriels? On fait de l'hebdomadaire et du journalier, on est vraiment sur des suivis individualisés. Ok. Voilà, avec... non mais journalier, c'est-à-dire... Non mais sur combien de temps les gens s'engagent avec toi? Alors avec moi, il n'y a pas de temps d'engagement. D'accord. Il n'y a pas de durée d'engagement. Après, si tu veux venir pour faire 2 mois, ça sert à rien. Ouais. Et en général, moi, les gens restent avec moi 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai beaucoup d'athlètes que j'ai depuis des années. Et moi, je garde vraiment les gens au long terme. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le développement athlétique au long terme, mais le développement de la personne aussi au long terme. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai vraiment vu des gens changer grâce à ce sport. Tu vois, j'ai en tête une fille qui m'avait contacté, qui me dit vas-y, moi j'ai de l'anxiété sociale, machin, c'est compliqué, etc. Au début, elle faisait des crises, ça allait pas. Et au fur et à mesure, en grande partie grâce au power, je l'ai vu évoluer, se développer. Là maintenant, elle a un poste à responsabilité dans un truc dur et tout. Et ça, elle aurait pas pu le faire au tout début, tu vois. Donc il y a vraiment eu, via ce sport, un vrai développement personnel qui l'a... Holistique, quoi. Ouais, exactement, qui l'a aidé. Donc après, je suis pas psy, c'est pas ça, mais le coach, c'est quelqu'un avec qui tu vas parler... De tout? De tout, et puis régulièrement, en fait. C'est quelqu'un avec qui tu es en contact presque tous les jours ou toutes les semaines, selon le type de suivi que tu prends. Forcément, tu vas lui partager les aléas de ta vie, les bons moments, les mauvais moments. Ma copine me quitte, je perds mon job, je suis malade. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Et tu crées un vrai lien et tu peux vraiment accompagner les gens. Et c'est cet aspect humain qui est intéressant au-delà du sportif qui, bon, forcément, c'est important le sportif, mais l'aspect humain, c'est vraiment moi ce qui me passionne et ce qui me plaît dans ce travail. Et on en vit bien du coup d'être coach de force athlétique? Ça dépend ce que tu appelles en vivre bien. Je pense, je me vois bien. Après, si tu regardes par rapport aux gens que tu peux côtoyer à Dubaï, sans doute que j'en vis pas bien, tu vois. C'est toujours une question de perspective, mais ouais. Là après, avant j'étais qu'en micro-entreprise, là j'ai toujours la micro, mais j'ai créé une société. L'idée c'est de continuer de grandir et de grossir un peu, mais sans devenir une usine, tu vois. J'ai pas envie de perdre ce côté qualitatif et humain, ça m'intéresse pas. Et individualisation du coup. Ouais, et moi ce que je veux, c'est m'occuper des gens, et les gens avec qui je travaille, c'est que des gens qui s'occupent aussi des gens, et qui ont à cœur de s'occuper des gens. Je n'ai pas envie d'avoir des gens qui s'occupent pas bien des gens, tu vois. Ça m'intéresse. On les a pas mentionnés, mais puis là on est pris par le temps, mais tu travailles avec Training Therapy, tu travailles avec Jocelyn Chanet, donc tous des gens que je connais. Jocelyn qui a été mon stagiaire et qui aujourd'hui est peut-être un des meilleurs coachs français dans le CrossFit. Pour moi, et je le dis à chaque fois, en France, sur l'aspect sportif, c'est la personne pour qui j'ai le plus d'admiration et d'estime. Pour moi, il n'y a personne de meilleur que lui dans l'aspect sportif en France. Voilà, c'est dit, Joss. La dédicace est là. Non, mais j'ai déjà dit, la dernière fois que je lui ai dit ça, il m'a dit arrête de dire n'importe quoi. J'ai dit, bah si, gros, il me croit pas. Non, mais moi, vraiment, de ce que je vois et de son évolution par rapport aux petits footeux que j'ai connus dans une salle de classe en STAPS. Non, mais. C'est vrai qu'il se mettait des cuites avant de venir bosser chez toi. Ouais, non, mais c'était un footeux, voilà, loisir, enfin, tu vois. Et puis, ouais, Thomas et Simon, Training Therapy aussi, qui sont un peu qui sont des super mecs et qui sont des kinés références, voilà, donc c'était. Rudy Koya aussi qu'on a mentionné. Rudy Koya, le maigre. Le maigre. Le maigre. Ah, il est pas si maigre que ça. Je peux pas. Par rapport à ce qu'il a été, peut-être, mais voilà. Est-ce que tu veux rajouter un truc, Clem, avant qu'on. Merci. Qu'on clôture. Merci de m'avoir donné la parole. C'était cool. C'est un podcast que, comme je te dis, que j'aime vraiment bien. Et t'as fait des beaux épisodes. Pour moi, mon préféré, celui avec Mika Ilouz, que je trouvais vraiment. Tu m'as pas dit Nephaël tout à l'heure, off? Ouais, j'ai vu celui de Nephaël. Il était pas mal celui de Nephaël en vrai. Il est très bien. Sincèrement, blague à part, il est génial. Il est vraiment bien. La partie où elle se met à moitié à poil sur la deuxième. Martin, il est derrière et il en garde un souvenir ému encore. Ah ouais, quand t'as fait changer. Mais il est pas mal celui de Nephaël, il est intéressant. Mais celui de Mika Ilouz, vraiment, pour moi, c'est le mieux de ceux que j'ai vus. Alors après, je les ai pas forcément tous vus. Mais ça me fait plaisir, puis même qu'on puisse se voir après. 10 ans à se tourner autour, c'est cool. Et puis on s'envoyer des nudes sur Insta. Exactement. J'espère qu'on n'attendra pas 10 ans pour se revoir du coup. Non, j'espère pas non plus. Moi, je te remercie Clément, je te remercie d'être venu. T'es venu de Limoges quand même, donc c'est pas rien. Toi. Ouais, je suis venu de Dubaï en l'occurrence, ouais. Et avant-hier, j'étais à Moscou. Mais bon, c'est comme ça. C'est un vrai plaisir.
J'espère que les gens ont... Comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, je voulais pas que ça soit qu'un podcast entraînement, on en a parlé au final beaucoup. Mais voilà, je voulais balayer un peu cet aspect éthique, tout ce dont on a parlé. Comme je le dis à chaque fois, malheureusement, j'aurais aimé 1 heure de plus. Parce que je pense qu'on les aurait fait, on aurait parlé de plein d'autres choses, tu vois. Mais voilà, je pense que le message, c'est aussi celui-là, c'est que... Au demeurant, tu fais un sport de gros bourrin, mais qui au final est tout sauf un sport de gros bourrin. Et ça l'est pas du tout. Et des mecs comme toi, vraiment, je pense, sont des très, très beaux porte-étendards de ça, parce que voilà, on n'est plus dans le no pain, no gain, mais dans le No brain. train smarter, voilà, tu vois. Et puis ton physique parle pour toi, tes perfs parlent pour toi, donc voilà, t'es le dernier que j'invite qui est plus fort que moi, maintenant je vais réinviter des mecs... C'est fini, tu vas que inviter des mecs rincés maintenant, c'est bon. Mais voilà, donc je te remercie encore Clem. Ouais, merci. Moi, à titre perso, les gars, continuez de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de mettre un commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de l'échange avec Clément. D'envoyer un nude à Vincent. Alors ça, Laura gérera avec ce que tu viens de dire. Que à Vincent. Et s'il y a des questions que vous auriez aimé poser à Clément, posez-les dans les commentaires YouTube, soit il y répondra, soit on fera un truc sur Insta pour y répondre. N'oubliez pas Attitude 60, petite parenthèse, sur vincent-sartel.com, c'est un challenge qui est gratuit, qui je le pense peut vous changer la vie, physiquement, psychologiquement, ça peut changer la vie de vos proches aussi. C'est quelque chose qui sur 2 mois va vous encadrer et vous aider à sortir d'une petite période un petit peu dure, compliquée, où vous végétez peut-être un petit peu dans votre vie. Voilà, encore une fois c'est gratuit, je vous le redis, donc je vous invite à aller voir le site, je mettrai le lien dans la description. Et voilà, je vous dis à très vite sur Ça dit quoi, c'était Clément Goudin, faites vivre le podcast, faites vivre l'épisode et il y en aura plein d'autres. Ciao.